Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Eh bien, salut à toutes, salut à tous, c'est Comment sur Club Poker Radio en direct, comme toutes les semaines, et en compagnie de Chichi. Coucou Chichi. Coucou, comment toi aussi, t'es en dessous. Ah bien, je suis en dessous. Eh bah ouais, toi aussi. Ah non, bah alors attends. Ah non, parce que j'ai le Twitch à côté. Donc toi, en fait, t'es juste à côté. Non, t'es là, voilà, t'es là. Non, t'es là. T'es là. T'es là. T'es là. C'est très bizarre. C'est ça. Ça va? Eh ben écoute, ouais, ça va bien. Tranquillou, écoute, on s'occupe pendant ce confinement, ma foi, qui se passe bien. Écoute, voilà, hein, c'est pas la même ambiance aux tables, mais ça reste... Non, c'est pas les mêmes résultats que le premier, pour l'instant, c'est certain. C'est pareil Mais... à l'envers, non? Non, là, ça ferait mal, quand même. Mais non, ça va en break-even, ça va, on va pas se plaindre. La vie est facile. Bon, bah ça va, t'as repris tes habitudes d'avant. Exactement. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir... alors, par qui je commence? Maximator, parce que c'est celui qu'on connaît pas encore très bien. Maximator, salut Max. Salut. Salut Max. Ça va? T'es prêt? Ça va, très bien. Détendu? Ah, détendu. Bon, bah parfait. Parfait. Bon matos, Max, bien. Ah, merci. Efficace. C'est clair, c'est symétrique. Le mec, il habite. On dirait que c'est un hôtel. Tu sais, c'est un hôtel classe. C'est comme Harper la semaine dernière. Comme Harper, ouais, c'est ça. Alors, à côté de toi, non, de l'autre côté du logo Club Poker, c'est Valou. Valentin Huvelin. Coucou Valou. Salut Comanche, salut Chichi. Merci beaucoup d'être avec nous. Attends, ça fait pas si longtemps que ça. Tu étais la saison dernière. Hein, ouais. J'ai regardé, ça fait 11 mois. Ça fait 11 mois tout pile quasiment. Ah, quand même, j'aurais dit moins. J'aurais pensé moins. Ouais. Ça passe. Ah oui, ça fait 11 mois. Ouais. Tu vois, non, putain, ça passe vite quand même. Ça passe vite. Alors, on a pas mal de choses à discuter avec toi, Valentin, mais avant, on va quand même faire connaissance avec le grinder de la bande, Max, le joueur de Sit and Go Jackpot. Voilà, comme il faut dire. Ouais, bah, c'est toujours difficile de donner un nom. Soit tu donnes le nom bien long, bien dégueulasse, soit tu dis. Ouais, le site. C'est ça, quoi, mais du coup, bon. Max, présente-toi un petit peu. Qui es-tu? D'où viens-tu? Comment tu as commencé le poker? Que fais-tu? Qui aimes-tu? Oula, trop de questions d'un coup là. Attends, on va reprendre depuis le début. Bah, je m'appelle Max. J'ai découvert le poker il y a. C'est déjà une bonne réponse. Bah, déjà, ça commence bien. C'est un piège. J'ai découvert le poker il y a 4 ans à peu près, entre 4-5 ans, je pense. J'étais en études. Et puis. Études de quoi? En école d'ingé. Ah, classique. Un classique. Et puis, ouais, j'ai vite accroché. J'ai commencé. Au tout début, je commençais en cash. Et puis, je sais pas, pendant les quelques premiers mois, je suis monté jusqu'en NL10. Et puis après, quelqu'un m'a fait découvrir les expressos sur Winamax. Et là, je sais pas, j'ai accroché 10 fois plus que le cash. Alors peut-être que parce que le cash, je sais pas, j'étais nul, j'avais du mal. Et l'expresso, ça a marché direct en 1 euro. Mais ouais, j'ai pris plaisir là-dedans. Je suis monté petit à petit. Et puis, ça fait maintenant 1 an et quelques mois quoi, que je suis pro. Enfin, je joue depuis la France, du coup, dans le nord de la France. Au tout début, quand tu faut connaître ça, au début, tu joues genre, enfin, t'es vraiment en mode récréatif ou le moment où tu t'y mets un peu sérieusement, où tu commences à taffer, c'est quand? Enfin, genre, ça se passe comment? Non, alors, c'était pas en mode récréa. Je dirais que j'essayais de taffer un peu. Alors, j'étais pas bon. Mais j'essayais déjà de faire, d'être sérieux, quoi. Je disais des trucs, direct que j'ai été sur Kiltit. Bah, justement, j'ai eu un coaching un coaching. J'ai gagné un coaching sur le Slot Babes avec toi, je me rappelle. C'est vrai, je t'ai coaché déjà? Bah, une fois, c'était gratis. C'est pour ça que tu as réussi. C'est pour ça que tu as réussi. Non, je rappelle que c'est le moment où il a break-even. C'est le moment où il a arrêté le cash game. C'est exactement. Je crois que 2 semaines après, j'ai arrêté. Voilà. Mais oui, j'ai gagné parce que pour ton je ne sais plus quel millième post sur Kill Tilt, tu l'avais dédié aux Hot Babes et celui qui mettait la plus Hot Babes de la semaine gagnait 1 heure. Et j'avais carrément try hard en postant tous les jours. Je demandais à mes potes et tout ça, machin. Mais j'avais juste pour vérifier, pour me rappeler, tu me l'enverras. Juste pour vérifier. En revenant sur le trade d'ailleurs, j'y suis retourné il n'y a pas très longtemps, mais il y a plein de photos qui n'y sont plus, malheureusement. Je ne sais même pas si la photo avec laquelle j'ai win y est encore. Tristesse. Triste. Mais ouais, et du coup, je m'y suis. Alors,
quand je l'ai découvert, c'est un pote qui m'a dit, parce que donc, je faisais mes études à Rennes et je suis originaire du sud de la France, pas loin de Bordeaux. Chaque fois que je revenais, j'avais mes potes d'enfance là-bas et c'est pendant les vacances où un de mes potes m'a dit bah, ça te dirait de venir essayer. Il y a un club de poker qui s'est monté. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le poker. Et le soir même, je sais pas, j'avais bien aimé l'ambiance, l'adrénaline un petit peu, le côté mathématique aussi qu'il y avait. C'était quoi ton club? C'était un club? C'était Poker Sphere? Il y Ouais, avait Poker Sphere à Bordeaux? Non, alors c'était à côté de Bordeaux que j'habite en ok. Dordogne, donc là où il n'y a rien du tout. Et le nom du. Il y a des grottes, il y a des grottes en Dordogne, il y a pas des. Ouais, et ben d'ailleurs, le club de poker s'est monté dans une grotte. Mais en vrai, moi j'ai déjà joué un tournoi de poker dans une grotte. ouais Notamment le Winamax Poker Tour. Il était à Saumur, il était dans une grotte, enfin dans une cave en fait. C'était trop stylé, c'était vraiment trop stylé. Dans une grotte, ouais, mais ils sont toujours tu sais, des avant-gardistes, hein, Winamax. C'est voilà. Et donc tu étais à Bordeaux, donc dans ton club, tu fais des petits stand goals et des petits trucs comme ça. Ouais, ce qui se faisait, c'était juste le vendredi soir, parce que moi j'étais rentré pour les vacances en tant qu'étudiant, quoi. Puis j'ai testé un soir en fait. J'ai pas pu y revenir parce qu'après je suis revenu faire mes études sur Rennes. Et en fait, bah, après ce soir-là, je me souviens que j'ai directement cherché sur internet poker, je sais pas quoi, et je tombe sur Kill Tilt pas longtemps après. Et c'est là qu'en fait j'ai fait mes débuts petit à petit. Donc, alors oui, bah, pour répondre à Chichi, c'était pas vraiment une approche récréa dans le sens où j'essayais de comprendre un peu le jeu, mais voilà, quoi, j'étais loin d'être bon. Et puis voilà, après, je sais plus quel était le sujet. Rassure-moi, tu n'as pas fini tes études. Non, j'ai pas fini mes études. Ah, J'ai tu vas aller. arrêté à 3 mois bon. avant la fin, quoi. Ah, mais putain, mais cette phrase, j'ai arrêté 3 mois avant la fin. Mais pourquoi? On aurait pu, non, mais j'aurais pu la coller sur ce que tu allais dire, quoi. Mais oui, bah oui, parce que sinon, si tu avais fini, tu aurais pu avoir un diplôme. Et puis après, imagine ça arrête le poker, tu aurais pu avoir quelque chose après. C'est ça. Exactement. Pourquoi 3 mois avant la fin, t'arrêtes? Parce que vraiment, 3 mois avant la fin, c'est. Ouais, non, enfin, non, je dis 3 mois en réalité, c'était 3 mois avant la fin de stage de fin d'année. Bon, il restait 9 mois, quoi. En gros, alors pourquoi j'arrête? À ce moment-là, j'avais rencontré, donc on est dans la 2e, 3e année, je ne sais plus exactement les dates, mais j'avais rencontré un mec qui avait commencé à m'aider sur les expressos. Et lui partait, alors c'était en Indonésie, rejoindre des mecs qui grindaient là-bas. Et en fait, il m'avait proposé de les rejoindre. Et moi, je sais pas, à l'époque, j'étais vraiment à fond, quoi. Enfin, déjà, je savais que je voulais pas continuer là-dedans, enfin, dans mes études. Et donc, en fait, c'était un peu le moment ou jamais. Et par contre, c'était un truc que je connaissais pas du tout à l'époque, quoi. Eux, ils jouaient pas les expressos, mais les heads-up, hyper turbo. Et il m'avait proposé de les rejoindre. Enfin, vraiment, en fait, j'y connaissais rien. Je savais pas vraiment ce qu'il y avait là-dedans, mais c'était un peu l'opportunité pour moi. C'était vraiment. C'est l'aventure aussi. Ouais, clairement, c'était l'aventure, quoi. C'était un peu aussi la naïveté. Enfin, je veux dire, quand j'y repense maintenant, j'ai posé quasiment aucune question en fait sur qu'est-ce qui allait se passer, comment ça allait être et tout. On m'a juste dit, bah, il y a des mecs qui sont très bons, qui te proposent de venir jouer les heads-up là-bas avec eux. Et ils te proposent de. Alors, parce qu'au début, j'avais dit non. Et après, ils m'avaient reproposé de me stacker, de me filer entre guillemets un salaire fixe. Parce que moi, du coup, j'avais pas de rôle. Enfin, j'avais ma rôle, mais j'avais pas d'argent derrière, quoi. J'étais étudiant, j'avais rien. Ah ouais. Et donc, c'était ça au début qui m'avait bloqué de partir. Et là, les mecs venaient avec une autre proposition en me disant, bah, on te file de la thune et tout. Les mecs, ils veulent vraiment que tu viennes. Ils veulent vraiment que tu viennes, c'est louche. Moi, je me serais inquiété. Je me serais inquiété. Les mecs t'amènent en Indonésie, ils veulent te filer l'oseille. Et ben, avec le recul, je me serais peut-être inquiété, mais à l'époque, pas du tout, quoi. J'ai foncé dessus et c'est pour ça que j'ai arrêté à quelques mois de la fin, quoi. Donc, tu pars en Indonésie, du coup? Ouais. Et ça se passe comment là-bas? Enfin, c'est la première fois que tu pars comme ça à l'étranger pour vivre? Ouais, alors un an avant, donc j'avais juste découvert le poker, j'étais allé faire mon stage d'été à Malte et j'avais rencontré quelques grinders et tout, donc c'était un peu dans cette ambiance, mais enfin ça n'avait rien à voir, quoi. Je veux dire, il y avait un petit côté poker, mais là vraiment je pars là-bas avec l'idée que bah voilà, quoi, je vais rejoindre le mec qui m'avait appris les expressos, j'avais déjà rencontré, qui se passait très bien. L'idée que bah voilà, c'était le début de l'aventure, quoi. J'allais enfin faire H24 ce que j'aimais, quoi, parce que bah à l'époque j'avais encore les études. Et en fait, j'arrive là-bas, c'était un peu la désillusion. C'est pour ça que je suis pas resté très longtemps, parce qu'au final, j'avais jamais entendu tout le milieu. Donc, ils jouaient les Up Hyper Turbo des 100 jusqu'aux 1000 euros sur le .com. Donc, c'était en mode cartel? Ouais, et ben moi, ça, j'en avais jamais entendu parler. C'était en mode cartel. Et bah, assez vite. Donc, on peut rappeler, pour ceux qui nous écoutent, ce que c'est un cartel? Ouais, ben en fait,
En gros, sur les Z-Hyper Turbo, et même maintenant un peu d'ailleurs sur les spins, hein, sur les Z-Hyper Turbo, donc c'est des tournois, donc ils jouent à 2 joueurs, et en fait, tu as le lobby et les rooms vont afficher, par exemple, je sais pas moi, disons 2, 3 ou 4 games disponibles en 500 €, mettons. Et donc, en gros, si jamais il y a quelqu'un qui cite le lobby, c'est-à-dire qui s'enregistre dans les tournois, on va le voir apparaître sur le lobby. Mais si jamais, par exemple, il n'y a que 4 games qui sont disponibles et qu'il y a 4 mecs qui citent les 4 games différentes, toi, en fait, soit tu joues pas, soit tu cites un des 4 mecs. Et ce que ça permet, c'est qu'il y a des mecs qui prennent le contrôle des lobbies, dans le sens où si jamais il y a 4 mecs de la même équipe, par exemple, qui sont mis d'accord avant, ils vont prendre le lobby. Et en fait, si toi, tu es un reg et tu as envie de jouer, tu seras obligé de jouer les règles. Le problème, c'est que l'edge entre règles, il sera jamais énorme, quoi, à moins que tu sois vraiment nul ou que l'autre soit vraiment trop fort. Et donc, en fait, l'edge, il sera jamais supérieur. En tout cas, il n'est pas supposé être supérieur au rake. Donc, si jamais tu as 1% de rake et que de base, tu n'as pas plus de 1% de ROI contre un reg, les deux vont perdre de l'argent. Et du coup, ça veut dire que toi, si tu es nouveau, tu arrives sur un lobby où il y a 4 joueurs en face. De 1, tu ne peux pas jouer de fiche, donc tu es obligé de jouer des règles. Donc, en fait, tout le monde perd de l'argent. Donc, si toi, même si tu es légèrement meilleur que eux, genre, je sais pas, tu as 0,3 de ROI, en fait, tu perds quand même de l'argent post-rake. Ouais. Et en fait, c'est plus celui qui a le plus d'argent qui peut contrôler le lobby et jouer les fiches. Et en fait, et puis, ils vont aussi se relayer pour te jouer non-stop. C'est ça. Pour que tu abandonnes et que tu leur laisses le lobby, quoi. Alors, on dit souvent que, dans ces histoires, j'ai toujours entendu qu'ils te disent, alors si vraiment le mec est trop fort et qu'il lâche pas l'affaire, soit il te propose de rejoindre le cartel, soit un peu on te laisse tranquille, mais est-ce que ça arrive vraiment? C'est déjà arrivé que des mecs genre persévèrent et disent non, mais moi ce sera pas vous qui décidez, et puis qui lâchent pas l'affaire et puis finalement on le laisse tranquille. Ouais, je pense que c'est déjà arrivé. Après, il y a eu des cas où sur les roomvalue.com où le rake était à 1%, ou avec le rakeback, machin, ça arrivait que certains rakes puissent être gagnants contre d'autres si vraiment il les défonçait. Et dans ce cas-là, en gros, c'est un peu l'humiliation, quoi. Donc, il lui dit, en fait, moi, j'ai même pas envie de jouer le fiche, je te joue toi toute la journée. Et du coup, voilà. Ouais. Après, de ce que j'ai vu, c'est pas, j'ai jamais vu vraiment un mec qui a réussi à grind à fond et à se faire accepter. Ça a toujours été plutôt des équipes qui attaquaient d'autres équipes. C'est plutôt genre des cartels contre d'autres cartels. Putain, voilà, c'est la guerre, mon gars. Les jaunes contre les rouges, carrément. Il y a Denis Brognard. Donc, ouais, c'était plus des équipes qui attaquaient d'autres équipes. Et puis, au bout d'un moment, il y en a un soit il y en a un qui va décider d'arrêter, soit l'autre va se dire, de toute façon, on perd trop d'argent, autant se partager les lobbies à deux. Et puis... D'accord, donc ça t'a pas trop plu ce système de cartel, tout ça Ça m'a pas plu du tout parce qu'en fait, il n'y avait pas que ça. C'est-à-dire que très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un des mecs qui cliquait sur des boutons au lieu de vraiment jouer. Et c'était clairement connu de tout le monde. C'est-à-dire qu'il cliquait sur les boutons, qu'il avait une aide. Il avait clairement une aide et il le parlait parce que tout le monde se connaissait dans les discussions Skype et tout. Donc les mecs, ils avaient même plus ils s'en foutaient en fait, ils le disaient clairement. Et du coup, ça commençait à me décevoir, d'autant plus que l'équipe dans laquelle j'étais… pas. Ouais, ils partageaient pas, surtout, ils utilisaient un bot et tout. Donc, tu voulais plus rien gagner. Et sauf le problème, donc à ce moment-là, ça me décevait, mais c'était pas vraiment ça qui m'a mis le coup dur. C'est quand en fait, l'équipe dans laquelle j'étais ont eu en gros un choix à faire, quoi. C'est soit on se barrait, soit eux ils montraient leur propre bot. Et c'est quand ils ont décidé de faire ça que moi, je me suis barré, quoi. C'est sympa que tu balances un peu qui c'est cette équipe-là. Non. Mais il y a une team qui a c'est été… des Français ou pas? Il y en a qui non, c'est pas. Non, il y en a aucun Français. Il y en a un qui a réussi, je sais plus, s'appelle Ben. Alors du coup, s'il y avait pas de ils t'ont connu comment en fait ces mecs? Parce que pour te proposer de venir en Indonésie, s'il n'y avait pas de Français. Alors, tu m'étonnes, d'un coup, ça fait sens. T'es ingénieur en quoi? T'es ingénieur informatique. Ouais. Viens, on te paye et tout. Tu sais pas jouer, mais non, mais on va t'apprendre. En fait, avec du recul, je me rends compte un peu de la naïveté dont j'ai fait part à l'époque, mais sauf que c'est un peu comme si j'étais résultat un titre, quoi. À l'époque, je pouvais pas savoir, quoi. Je pense que c'était pas forcément le mauvais choix, mais bon. Et donc, comment ils m'ont connu? Donc ça, je suis parti, on devait être en octobre de je sais plus quelle année, et en fait, en février de cette année-là, je commençais à balancer pas mal de mains sur les forums et je voyais que j'étais en train de flood un peu trop Kill Tilt. Donc, je me suis dit, je vais aller trouver d'autres forums et je suis allé trouver Tout Plus Tout et j'ai commencé à flood un peu là-bas aussi, à balancer des mains pour avoir des avis d'autres joueurs.
Et c'est là que je suis rentré en contact avec un des joueurs qui n'était pas encore dans leur équipe à ce moment-là, mais qui lui jouait en expresso, qui était vraiment très très bon. Et c'est là qu'on a commencé à discuter. On s'est vu pendant un mois en milieu de l'été. Et lui, en fait, de par une connaissance, il est rentré dans cette équipe-là. Et comme il cherchait d'autres gens, c'est lui, en gros, qui leur a parlé de moi, quoi. Ah, il a fait le recruteur, quoi. Il y avait un intermédiaire qui était un peu le recruteur, quoi. Ok, Ouais, écoute, toujours belle ambiance, hein, le monde des spins et des cités. Ouais, Ça fait rire. Donc ça- aujourd'hui, tu es grinder de spin. Tu joues avec un bot ou comment ça se passe? Oui, bien sûr, pas de problème. Si tu veux, je te montre mon Et là, par installation. exemple, tu me vois pas, mais là, je suis en train de jouer 4 expressos à 250. Ouais, du coup, je suis revenu au spin parce qu'en fait, j'ai même pensé à arrêter à un moment parce que ça m'a vraiment dégoûté. En fait, quand tu es vraiment dans cette ambiance-là, tu te rends compte que tout est comme ça. Dès que tous les plus high stakes en fait, sont comme ça. Alors, tu as l'impression, ouais, c'est vraiment ça en fait. Tu as l'impression que c'est comme ça. C'est peut-être pas le cas, mais tu sais que c'est le cas pour beaucoup de monde. Puis en plus, il y a des pseudos de gens qui sont connus, qui passent et tout dans les pseudos. C'est horrible en fait, parce que moi, j'étais vraiment naïf à avoir l'envie de jouer les plus gros high stakes et tout. Et ça m'a vraiment dégoûté. Donc, j'ai vraiment eu l'envie d'arrêter le poker complètement. Et en fait, au final, ça s'est pas fait. Je suis rentré en France, j'ai décidé de reprendre en expresso là où je m'en étais arrêté parce que à l'époque, du coup, j'étais en train donc avant de partir là-bas, j'étais en train de shot les 25. Et donc, j'ai repris de là en rentrant en France. Et donc là, il y a eu combien? C'est quoi le laps de temps? Parce que le niveau, il a quand même vite augmenté en expresso, j'ai l'impression. Et ouais. D'ailleurs, j'ai pris une grosse claque. En fait, il s'est passé 9 mois là-bas ou 10. Et en fait, quand je suis rentré, après, pareil, il y a eu genre 1 ou 2 mois où j'avais pas revu tout le monde. Donc, du coup, j'ai pas vraiment grind, quoi. Tu as quasiment 1 an de trou, on va dire, quoi. Ouais. Quoi. Et là, je reviens avec 1 an d'après en 25. À l'époque, je l'ai shoté juste. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là-bas, du coup, comme ça m'a tellement dégoûté, clairement, en fait, j'ai pas évolué, quoi. Mon jeu, si j'ai évolué, mais pas techniquement, quoi. Mon niveau technique, il a stagné de ouf, quoi. Parce que j'ai pas vraiment grind. Bref. Et donc, je rentre et justement, comme tu dis, en 1 an, le niveau a un peu évolué. Moi, j'ai pas du tout évolué. Je suis un peu rouillé et j'ai plus vraiment cette même envie qu'avant. Et je me prends une grosse claque, quoi. Clairement, je dirais, il m'a fallu 1 mois et demi avant de clairement retrouver un niveau correct, quoi. Comment t'as rejoint la team Spin for Win? C'est bien Spin for Win, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Franchement, je m'en mêle, hein, les gars. Avec les spins, c'est compliqué. Toutes les semaines, on a une nouvelle team de. Bon, en même temps, toutes les semaines, c'est Spin for Win, donc en même temps. Du coup, déjà, vous êtes 200 dans la team. Il y a 200 coachs. On est 8, je crois. On est 8 ou 9, un truc comme ça. C'est pas mal déjà, 9. C'est pas mal. Comment tu as rejoint Spin for Win? C'est Batmax qui m'a contacté. Alors, mais justement, à cette époque-là, quand ça allait pas trop, là, quand je rentrais juste, je l'avais contacté et tout. Et puis, il s'est passé, je crois, 1 an et quelques après ça. Et c'est lui qui est revenu vers moi en me proposant de rejoindre la team si jamais tout le monde. Nonobstant, évidemment. Vous êtes 11. Je viens de compter, vous êtes 11. Ah oui. Ah putain, Valentin, il est là, il connaît même pas. Non, mais je pense qu'il y en a qui n'ont pas été enlevés, qui sont plus coachs, non? Non, mais il y en a qui vont être enlevés. Je sais pas, je mène pas l'enquête, mais. Il y en a qui vont être enlevés. Ils le savent pas encore. C'est pour ça. Il y en a 2 qui sautent. Ce soir, ce n'est pas 1, mais 2 qui vont quitter l'aventure. J'ai le totem d'immunité. C'est vrai? Oui. On va voir, ça dépend de la fin de ton émission. Hein. Donc, du coup, Batmax, il vient de voir, il t'a dit t'es ingénieur informatique, ça nous intéresse, c'est ça? Non, pas cette fois. C'est ça, et rebelote, du coup, je pars en Indonésie. Non. En gros, il m'a dit j'avais bien aimé ta façon de présenter les choses, parce que je n'étais pas le meilleur joueur au monde, mais en fait, le but, c'était de faire du contenu pour les joueurs débutants. Donc, du coup, mon niveau était OK pour ça. Et puis après, il avait bien aimé, je pense, ma façon de m'exprimer et de parler, de présenter mon signing process, etc. Donc, c'est pour ça qu'il m'a proposé de rejoindre l'équipe, je pense. Ok. Valentin, toi, l'équipe Spin for Win, ça fait maintenant quoi? Ça fait 2 ans? Ouais, 2 ans, 2 ans et demi, un truc comme ça. Ouais. 2 ans et demi que tu as rejoint l'aventure. Et tu as décidé de un petit peu t'émanciper. Non, c'est pas vraiment t'émanciper, puisque on va rentrer dans le vif du sujet. La dernière fois, tu étais venu un peu nous voir. Bon, c'était un peu pour faire ta connaissance, tout ça. Aujourd'hui, pour un projet particulier, puisque tu lances la Masterclass mentale. Masterclass mentale. Venez tout défoncer. Alors,
Qu'est-ce que c'est exactement? Masterclass mentale, formation et game. Ouais, C'est pas ouais, genre. Il n'y a personne qui lance la formation B game. C'est genre, ça va être pas C'est mal, plus, c'est c'est plus. formation C game. Tu vas essayer des trucs. Pour être OK, quoi. T'es fatigué. Mais qu'est-ce que c'est exactement cette masterclass? ouais. Alors, c'est un truc qui est vraiment centré sur le A-game. Donc, on oublie toutes les questions qui sont liées à l'apprentissage et qui sont liées au tilt. Et c'est vraiment quelque chose qui va être centré sur l'amélioration de la performance à proprement parler. Et il y a 3 gros modules qui sont un module basé sur la motivation, un autre sur la confiance en soi et un autre sur la concentration. Et du coup, voilà, hein, la formation, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont dites dedans. Il y a même beaucoup de choses qui sont dites dedans. Je ne sais même pas par quoi commencer, si vous voulez que j'en parle. Il faut que. Oh non, j'ai pas trop envie que t'en parles. D'ailleurs, c'est sympa d'être passé. Mais déjà, commençons par la base. Ouais. Attends, j'ai une petite question intéressante d'abord pour Max. Ça, 2 je suis secondes. sûr- Il y a Freddy Druger qu'on Ah, a reçu il n'y a pas longtemps, du coup, qui est joueur de spin aussi. Ouais. Il nous demande est-ce que la team là en Indonésie, ce serait pas la team Bali qui a été dénoncée sur le méga thread RTA de Xrab? Ah, C'est peut-être. la team Bali. Ok, c'est bon, on a. Ok, c'est la team Bali. Merci pour ça. Non, du coup, Valentin, ouais, ça se passe comment un petit peu parce que Il y a un point rouge sur ton front là, Max, c'est quoi? Tu faisais déjà Putain, ils m'ont retrouvé, je pensais pas. tu faisais déjà du contenu vidéo. Tu avais aussi Ouais. déjà lancé ton site. Ouais. Tu avais lancé ton site avant de rejoindre, je crois, Spin for Win. Ouais. Donc, Quasiment dans le même temps. Hein. Ok, ça t'est venu comment l'idée de l'envie de faire une masterclass comme ça, complète, vraiment structurée? Ouais, c'est un peu de la frustration vis-à-vis des coachings où souvent, en fait, quand tu coaches des gens, tu as, allez, on va dire 5 heures, 6 heures max. Enfin, des fois, ça va un peu plus loin, mais disons que c'est limité dans le temps. Et c'est limité aussi dans ce que tu as à dire, dans les problématiques des gens. Et moi, j'avais un peu une frustration il y a tellement de choses à travailler dans le mental que de faire que ça dans le coaching, de travailler qu'un petit point dans le coaching, ça me frustrait vraiment. Et du coup, l'idée, elle a découlé de dire autant tout faire et tout mettre sur le papier, autant tout mettre en vidéo et en audio aussi. Et puis, de faire un truc sympa et qui était vraiment aussi intéressant d'un point de vue cérébral, un peu cognitif à faire parce que moi, c'était stimulant pour moi de mettre du lien entre tout ça et de poser sur le papier toutes les connaissances que j'avais et d'autres d'ailleurs parce que du coup, ça a nécessité pas mal de boulot de recherche. J'ai passé quasiment 6 mois justement pour peaufiner déjà le travail de pas de vidéo, juste de préparation, de dire voilà, je vais faire ça comme contenu et je vais traiter ces sujets-là et ça va s'organiser de cette façon-là et je vais me baser sur telle et telle chose parce que c'est validé, parce que j'avais décidé que c'était cohérent à mettre dans la formation. Ta formation, ça va être concrètement combien de vidéos? Alors, je crois qu'il y a une 50aine de vidéos. Alors, je précise aussi au passage que Max est un des bêta-testeurs de la formation et c'est quelqu'un avec qui je travaillais aussi avant. Et tu travailles avec tous les membres tu travailles avec tous les membres de Spin for Win ou pas? Non, c'est ceux qui ont envie. Il y en a 2 déjà, ils ne travaillent pas avec. Déjà, on sait, il y en a 2, ils ne travaillent pas avec, déjà, c'est sûr. Oui, il y en a 2. Les 9, il y a les 9 et puis il y a les 11. Et il y a les 2 autres. J'ai oublié les 2. Ouais, les 2 autres. Mais il y a 2 écoles, mais il y a 2 écoles, il n'a pas de mental, c'est sûr. Et puis après, je sais pas l'autre. Mais je sais pas s'il est vraiment coach encore. Hein. Il y a 2 écoles sur Speed. Il faudrait demander à Batmax, hein, mais je sais pas. Je pense que ça fait partie un peu de la famille Spin for Win, parce que c'est quand même la famille Spin for Win, mais je crois qu'il n'en parle pas trop pendant qu'il est encore chez Wina. Ouais, il est encore chez Wina, il débrouille pas trop, enfin il parle pas trop de Spin for Win, mais je pense que c'est quand même la famille de Spin for Win. Ouais. Voilà. Voilà. Bon, et donc, du coup, Max qui est bêta-testeur de la formation. Déjà, bêta-testeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il t'aide depuis le début, il suit le contenu depuis la création? Ouais. Et ils avaient en fait, entre guillemets, le droit ou l'obligation, je ne sais pas trop comment tu le voyais, Max, mais de faire des retours sur chaque vidéo. Et en fait, moi, ça me permettait de modifier les contenus au besoin, de changer les choses. Et en fait, c'était vraiment, ils étaient aussi là dans la conception, c'est-à-dire que moi, j'avais peur de m'égarer dans quelque chose de trop théorique et de trop éloigné de la réalité. Et du coup, j'avais j'avais proposé à un joueur de spin, un joueur de cash et un joueur de MTT de venir, dans la formation pour être au plus près et pour me dire ce qu'ils avaient comme retour, eux, dans leur quotidien. Oui, parce que quand tu parles de… C'est vrai que la théorie,
quand on est joueur de poker et qu'on va prendre une formation par exemple de mental, on a besoin d'avoir du concret, d'avoir un truc. Je ne vais pas te dire qu'il soit efficace maintenant, mais qui te parle tout de suite. Alors évidemment, j'imagine que c'est le cas pour ta formation, ça s'appuie sur s'appuyer sur des faits scientifiques, s'appuyer sur des choses, mais tu as besoin d'avoir du concret. Donc oui, si tu étais trop dans la théorie, Ouais. dis-moi, vas-y. Ouais, la formation, elle est vraiment, entre guillemets, partagée en deux, dans le sens où il y a quand même une partie théorique, parce que j'estime que c'est important pour les gens de comprendre ce qu'ils font, pourquoi ils le font, quel est l'intérêt de mettre tel outil en place, quelle, par exemple, théorie de la motivation il existe, comment est-ce que ça peut expliquer une baisse de motivation ou une hausse de motivation à tel moment. En fait, voilà, pour créer de la cognition et pour créer de la logique. Et donc, je pense que c'était important. Et puis, il y avait aussi la partie importante qui était clairement, il faut que ça soit efficace, quoi, à un moment. C'est-à-dire qu'il faut que les joueurs ils aient une rentabilité. Il faut que la formation, elle a un prix et il faut que ça soit rentable. Donc, voilà. Hein. Alors, Là, elle a un prix, c'est combien? Le prix, c'est combien? Le prix, c'est 800 € sur la formation. TTC. Je précise. Allez, Alors, regarde l'appartement qu'il a. Non, TTC. J'avais pas lancé la formation. Parfois que j'ai la partie. Je l'avais pas lancé, j'avais les coachings, j'avais que les coachings. Bah, pour l'instant, je loue et j'attends de sortir la formation pour l'acheter. Je précise un truc. Je viens juste d'acheter, ouais. Mais je précise un truc. La formation elle est vraiment destinée aux joueurs professionnels, d'où le prix aussi qui est élevé. Et à la limite, ça peut s'adresser à des joueurs qui sont en train de passer le cap, à être semi-professionnels ou quoi. Mais j'estime vraiment que c'est une formation où il y a 10 000 choses techniques à travailler avant qui vont être plus intéressantes, qui vont me permettre de prendre plus d'edge. Donc, tant qu'on n'est pas pro et un peu aguerri, je pense que la formation, certes, elle aura son utilité, mais je pense que c'est vraiment pas la priorité de travail pour des joueurs encore débutants, amateurs ou même un peu confirmés, quoi. Alors, vas-y. Tu avais sorti également une étude il y a quelques temps. Les résultats sont tombés, je crois, il y a 3 semaines, un mois. Les résultats sont tombés. Les résultats sont Tu dois tombés. quitter l'aventure. Est-ce que tu as fait du coup cette étude en parallèle de ta masterclass? Est-ce que c'était le but de sortir cette étude justement pour t'aider à construire ta masterclass ou tu avais d'autres objectifs Non, c'était complètement décorrélé. En fait, alors j'ai fait l'étude, elle s'est faite pendant le confinement, ou le premier confinement, où là on avait beaucoup de temps et on faisait vraiment rien. Je dis pas qu'on fait des trucs maintenant, hein, mais on faisait vraiment rien. Non, on fait toujours rien. Ouais. Enfin bon, bref. Et du coup, j'avais le temps. Et en fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une étude. Alors, c'est pas quelque chose, c'est pas une étude scientifique. Hein, c'était vraiment un truc où, il y avait des questions auxquelles j'avais envie de voir un peu les réponses qui étaient. Et du coup, le truc s'est fait comme ça. J'ai fait ça assez rapidement. Ça s'est fait en 2 semaines. Ça s'est fait vraiment assez rapidement. Et c'était pas, il n'y avait pas de corrélation, mais effectivement, je bossais sur la formation pendant que j'ai fait les questionnaires, mais le questionnaire ne m'a pas servi à créer la formation. Alors justement, dans ton questionnaire, il y a quelque chose sur le coaching. Il y a une partie sur le coaching. Alors c'était plus le coaching poker. C'était plus le coaching poker et il y avait notamment quelque chose qui était pas mal. C'était, tu disais, il est tout à fait possible de vendre un contenu de basse qualité technique à un joueur non compétent. Ouais. Tout comme il est possible qu'un joueur non compétent vende ses services en pensant être compétent. C'est le principe, c'est le principe de jus poker, il paraît. Mais tu vois, tu parlais tout à l'heure qu'il y avait des sites qui fleurissaient tout le temps et moi je regarde un peu de temps en temps aussi ce qui sort et ce qui se passe et c'est vrai que des fois tu as des mecs qui jouent en L5, en L10 et qui vont proposer des services de coaching et effectivement j'estime que peut-être que l'effet Dunning-Kruger, donc peut-être que j'en parle un poil mais… c'est l'effet Dunning-Kruger, c'est ce dont je parlais, hein. Il est possible qu'on vende ses services. C'est en fait le fait que quand on n'est pas compétent… quand on n'est pas compétent, on a l'impression d'être compétent. Et en fait, je pense qu'il y a plein de joueurs à qui ça arrive, et même nous tous, je pense que ça nous est tous arrivé quand on a débuté le poker. On apprenait un truc, on avait l'impression que voilà, on gérait le truc, on allait pouvoir gagner de l'argent, etc. Après, il y a une autre réalité qui s'installe. Mais du coup, voilà. Et effectivement, j'estime que c'est un des effets qui fait que y a des joueurs qui vendent des contenus qui sont de basse qualité et qui ne sont pas forcément… positif. Après, des fois. C'est très difficile au poker d'avoir surtout quand tu débutes, mais même quand ça fait quelques années que tu es dans le poker, mais il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont dans le poker, mais en vrai, c'est des débutants parce qu'ils n'ont jamais parlé à d'autres joueurs, etc. Donc, ils ont un niveau finalement qui reste très bas, même s'ils ont une expérience du jeu qui est importante. C'est difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Alors, depuis quelques temps, on a les solvers qui amènent un petit peu une réflexion beaucoup plus poussée et un avis, mais c'est ultra difficile de dire ça c'est du bon contenu, ça c'est
c'est pas du bon contenu. Et je pense que le problème, il est là. Après, c'est un problème pour moi, qui perdurera et qui est, entre guillemets, normal dans une discipline comme ça. Et après, c'est là où les gens doivent d'eux-mêmes, en fait, comprendre que c'est pas le premier contenu, quel qu'il soit, qui va forcément être bon contenu. Il faut aller regarder à droite, à gauche. Enfin, c'est comme tout. Demain, tu achètes une nouvelle télé, tu vas pas acheter la première qu'on te propose. Tu vas essayer de regarder des tests et des avis. Je crois que tu nous as déjà fait cette analogie avec les télés. Parce que j'achète des télés régulièrement. Le mec, il achète des télés. C'est Momo Eni, lui. Il cache pas les télés, il achète juste. Ouais, j'aimerais pas casser la mienne quand même. Mais c'est vrai, c'est ça en fait l'un des problèmes. C'est de savoir qu'est-ce qui est qualitatif ou pas. Justement, sur le club poker, il y a ce thread comment devenir un coach bala. Qui était d'abord au début un peu sur on répertorie les coachs, puis après c'est devenu sur on lynche tous les coachs. C'était on les fusille un peu. Ouais, mais en même temps, je veux dire, il était hyper jouissif ce thread. Après, il n'y a pas tout ce qui a été dit. Enfin, il y a eu plein de choses à garder aussi. Hein. Bien sûr. Et là, ça a fini sur. Alors, j'y suis retourné il n'y a pas longtemps. C'est on choisit un nom de domaine et puis on va vraiment répertorier un petit peu. Et ça, je pense que c'est pas mal d'avoir aussi un peu un avis. Je vais pas dire un avis d'expert, mais c'est des gens qui ont. Enfin, c'est un collectif un petit peu de personnes qui s'y connaissent et qui va un peu donner son avis sur. Voilà. Après, c'est assez compliqué parce que tu sais pas si les gens sont objectifs. Tu sais pas si c'est objectif. Et puis, ouais. Je sais pas. Moi, personnellement, mon avis sur. Déjà, juste le répertorier. Tu vois, juste répertorier en fait tout ce qui existe. Et ça permettrait, je sais pas, déjà ça permettrait de te rendre compte qu'il y en a 250 000. Et que forcément en fait de ne pas te jeter sur le premier alors qu'il existe une offre plutôt différente et que tu peux après ça pose plein de problèmes. Chaussure à ton pied, quoi. Ça pose plein de problèmes et justement j'ai envie de soulever un point et de te poser une Soulève-le, question. vas-y. Je vais le soulever de fou. En fait, l'un des points maintenant les plus importants lorsqu'on sort un business, surtout un business sur Internet comme ça, c'est le marketing. Du coup, toi, comment tu vas procéder là-dessus pour distribuer ta masterclass? Parce que même si c'est une masterclass, comme tu dis, qui est destinée aux pros, semi-pros, le but quand on crée un contenu, forcément, c'est qu'il soit vendu. Il n'y a pas de honte à vendre un contenu, au contraire. Comment tu vas faire pour justement un peu te placer et devant les autres formations, en fait, tout simplement? Ouais. Tu veux que je révèle mes secrets directs, quoi. Après, tu peux faire de la langue de bois. Hein. Moi, je te Non. Après, il y a un plan. Après, franchement, d'être sincère, j'ai pas spécialement envie d'en parler parce que je pense que c'est des choses qui sont importantes et qui peuvent être copiées et où j'ai pas envie que ça soit copié, j'ai pas envie que ça soit refait de la même façon, etc. Donc moi, j'ai mon plan qui est en tête, j'ai établi ma façon de faire, etc. Et voilà, ça va se mettre en place tranquillement. Et puis après, je cache rien non plus parce que si tu veux, le marketing, c'est ce que c'est ce que tout le monde voit. Ouais, donc tout le monde pourra voir ce que je fais. Mais j'ai pas spécialement envie d'en parler dans le sens où j'ai pas envie que ça soit copié ou quoi. Voilà. Et du coup, tu as quand même une stratégie, tu as un plan. Évidemment. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment… et ça, c'est avec l'expérience que c'est un peu rentré. De toute façon, quand tu es coach, il y a deux choses qui sont importantes pour moi. C'est le contenu et qui est primordial, c'est-à-dire c'est ce que tu vends. Et là, pour moi, il y a un gros boulot, surtout dans le coaching mental, parce que j'estime que, par exemple, la psychologie est plus complexe que le poker. On dit que le poker, c'est pas résolu. La psychologie, ça l'est encore moins. Il y a encore plus de données, il y a encore plus d'informations, il y a encore plus de tri à faire. Et donc, déjà, le temps de trier les bonnes choses et d'avoir les bons contenus, déjà, ça, c'est notre premier boulot. Et une fois que tu as mis ce boulot-là en place, comme tu dis, après, il faut avoir le meilleur marketing possible parce que sinon, en fait, tu ne vends pas et tu peux avoir le meilleur contenu au monde et ne jamais le vendre. À l'heure des réseaux sociaux et compagnie, tu es obligé de toute façon d'avoir un marketing de qualité si tu veux vendre ta formation, qu'elle soit bonne ou pas. Aujourd'hui, alors, on a dit le marché du coaching poker, il est complètement saturé en fait. Aujourd'hui, il y en a partout. Toutes les semaines. Saturé en quoi? Saturé en contenu. C'est-à-dire que saturé en offre. Plus en offre qu'en contenu. Plus en offre qu'en contenu. Non, en offre. Je parle du coaching poker. Hein. Ouais. Je parle du coaching poker. Quand je dis saturé, c'est juste que en fait, il y en a beaucoup. Donc, je verrais mal quelqu'un arriver et proposer quelque chose de nouveau que une certaine team de coaching.
pourtant, je pense qu'il y a la place. Hein. Je pense qu'il y a la place pour être créatif et pour proposer des nouvelles choses et des nouveaux contenus de façon un peu originale. Hein. Je pense qu'il faut se creuser la tête, il faut se poser sur les questions marketing. Mais en vrai, je pense qu'il y a toujours la place. Hein. D'accord. Du coup, Attends, vas-y. je vais plus loin dans ma pensée. Du coup, par contre, le coaching mental au poker, ça commence. Hein, il y a plusieurs offres, on va les citer, hein, parce que il y a Peanuts que Chichi connaît bien. Je crois pour le coup, Simon, c'est le premier qui a amené le coaching mental il y a 10 ans. Qui a amené cet aspect mental. À la base, c'est un site plutôt mental. Qui était pour ça. Ouais. À l'époque, c'était les Leapers qui avaient été les premiers à s'en servir un petit peu. Donc, ça remonte, hein, c'était il y a 10 ans. Après, il y a PMS aussi. Il y a PMS avec Laurent Delvrel, Lolo. Il y a qui d'autre? Non, ça fait 3 déjà. Non, il y a il y a Pierre Gauthier. Il y a Pierre Gauthier. Alors Pierre Gauthier, c'est différent parce que là, on est plus sur un coach qui prend des. Oui, qui est pas dédié qu'au poker. Pas que dédié au poker. Ouais, voilà, ça. C'est plutôt un coach sportif traditionnel sportif qui sait un peu excentrer vers le. Alors que Peanuts, PMS et toi, Valou, c'est plus vraiment l'expérience de la psychologie vraiment dédiée au poker. Moi, j'en mettrai un autre qui est pour moi aussi clairement coach mental, Steph Matteux, qui a quand même un gros aspect mental dans la mais alors moi quand je pas dédié qu'au mental, mais lui il est tellement, c'est un coach presque de vie entre guillemets pour la team. Quoi. Moi je parlais plus sur vraiment de l'offre coaching disponible. Il y a d'autres mondes. Il y a d'autres mondes. Alors tu vois, pas plus tard qu'il y a genre hier ou je sais plus, c'était aujourd'hui. Et on m'a envoyé un lien d'une nana aussi. Ah oui, AJL Coaching. Oui, elle fait que de popper sur mon thread. Elle fait que de popper sur tous mes réseaux. Je sais pas qui c'est. Je la connais pas, donc je ne donnerai pas d'avis parce que je sais pas ce que c'est. Mais on vient de faire de la pub. Ça a popé il y a pas longtemps. Il y a aussi un mec sur. Enfin, il y a d'autres. Et en fait, j'ai l'impression que de toute façon, chaque site poker. Maintenant, entre guillemets, cette espèce d'obligation d'avoir un coach mental dédié. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'il y a des coachs mentaux comme ça qui popent un peu sur tous les sites avec des expériences diverses et variées, avec des méthodes diverses et variées. Voilà. Alors, justement, en parlant de méthode, en parlant de méthode, c'est ça qui est important parce que juste avant, on soulevait un problème pour les coachs poker, mais les coachs techniques, où on disait que c'était très dur d'avoir une crédibilité. C'est évident parce qu'il n'y a pas de diplôme au poker, il n'y a rien de toute façon. Donc, à part être connu entre guillemets de la communauté, avoir un nom sur les tables et qui est un peu connu, il n'y a rien d'autre. Au mental, comment on fait justement pour être un coach mental crédible? C'est quoi un peu les diplômes, les formations? Comment ça se passe? Ouais, alors je ne vais pas te répondre comment on fait, je vais te répondre comment j'ai fait. Comment tu as fait du coup? Alors déjà, le premier truc à savoir, c'est que quiconque peut se prétendre coach mental. Il n'y a pas un diplôme pour arriver à coach mental. Et d'ailleurs, la plupart des coachs mentaux dans le poker n'ont pas forcément de diplôme spécifique. Ils se disent juste, voilà, je suis coach mental. Et après, vaut mieux s'être formé. Mais du coup, déjà, ça pose les bases d'une assez grande ouverture sur que tout le monde peut devenir coach mental. Et j'ai même vu un mec sans rien, sans diplôme, sans formation, qui partage juste son expérience pour être coach mental. C'était sur Twitch que j'ai vu ça. Bon, bref. Et voilà. Après, il y a des diplômes spécifiques. Donc, en l'occurrence pour les sportifs de haut niveau. Donc, il y a notamment des DU et des masters qui sont dédiés à la préparation mentale. Et après, il y a des formations annexes qui ne sont pas universitaires. Là, quand c'est pas quand c'est universitaire, ça veut dire que c'est quand même cadré parce que c'est toujours avec c'est des enseignants-chercheurs. Ça veut dire qu'il y a une certaine qualité aussi derrière de formation sur les sources, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et après, il y a d'autres formations. Maintenant, de toute façon, tout peut se créer. Alors sur l'hypnose, sur la PNL, sur des trucs comme ça. Et voilà, donc on peut avoir un diplôme de ce qu'on veut et dire voilà, je suis coach mental et j'ai les compétences pour être coach mental. Et toi, on rappelle, tu viens du sport. Et du coup, moi, je viens du sport. J'ai fait un master STAPS qui s'appelait Expertise, Performance et Intervention, qui était en fait à moitié un master en préparation physique et à moitié en préparation mentale. On pouvait le personnaliser pour que ça soit un peu plus sur la prépa mentale. Et du coup, voilà, j'ai fait ça. Et après, j'ai refait une année de formation, pareil, ça s'appelait le diplôme européen de préparation mentale, mais qui, sincèrement, tu vois, par exemple, là, j'ai l'expérience, c'était un diplôme privé où
je vais leur faire de la mauvaise pub, je suis désolé, mais où la qualité était 10 fois moindre que sur le master, par exemple. Et du coup, alors certes, tu payes 4000 balles, tu as un diplôme avec un beau nom, etc. Mais j'estime qu'avec ce diplôme-là, ça ne suffisait pas pour être coach et pour avoir les compétences, en tout cas nécessaires, que moi j'estime. Après, c'est que moi j'estime pour être un coach qui va être compétent. Alors, comment t'en es arrivé à te mettre dans la discipline du poker? Parce qu'à la base, je suppose que tu fais un truc de staff sport. Je pense qu'il n'y a pas un moment où on te parle du poker, on te parle des sports généraux. Ouais. Donc, on va pas du tout aborder cette discipline. Ça, c'est venu comment? Est-ce que c'est venu parce que tu étais un passionné de poker et du coup, tu t'es dit, je vais switcher dans cette branche parce que ça me plaît ou tu as vu une opportunité? Comment ça s'est passé? Non, clairement, moi, j'ai commencé le poker, j'avais 17 ans, c'était en 2007. En Play Money, évidemment. Et Play Money. je jouais, ou sur le compte de mes parents, je sais pas, je me rappelle plus. Et du coup, voilà, j'ai joué, j'ai même monté. Moi, alors très jeune, j'ai monté un club qui s'appelle La Garenne Poker, qui existe toujours d'ailleurs, qui est situé à La Garenne-Colombe dans l'ouest de la région parisienne, avec Grégoire notamment. Bon, bref. Et du coup. Ouais. Et du coup, en fait, il y a toujours eu ce fil rouge du poker. Et j'étais intéressé par le sport, mais je sais pas, j'étais plus passionné par le poker que par le sport. Et du coup, la bascule, au début, je faisais les deux, puis la bascule s'est fait assez rapidement. Et maintenant, j'ai gardé quelques sportifs avec qui, je travaille depuis longtemps, mais je reprends quasiment plus aucun coaching dans le sport et je suis vraiment centré sur le poker. Attends, est-ce que Max, tu connais ça? Attends, je profite. Attends, qu'est-ce que tu vas montrer? Non, tu connais ça ou pas? Ouais, je l'ai lu. C'est un peu. C'est très bien. C'est pour les merdes mentales comme moi. Est-ce que c'est bien, Valentin? C'est quoi ton avis sur le bouquin? Tu l'as lu ou pas? Ouais, je l'ai lu il y a très longtemps et je t'avoue que je ne donnerai pas d'avis parce que je ne m'en rappelle plus. Attends, il y a Max qui prend ses protes, tranquille. Max, du coup, j'avais une question par rapport au coaching mental. Donc là, tu as fait bêta-testeur du coup de la formation de Valentin. Est-ce qu'avant, toi, tu avais pris déjà soit du coaching mental ou tu avais acheté du contenu mental, que ce soit des vidéos, des bouquins ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse depuis longtemps ou là, c'est un peu la première fois que tu te planches sur le sujet? Alors, ça m'intéressait déjà. Puis, en fait, ne serait-ce que le fait d'être plongé dans Kill Tilt, comme tu le disais tout à l'heure, ça m'a déjà un petit peu initié à tout ça. Alors, j'ai jamais pris de coach mental à cette époque-là. Donc, j'ai toujours été plus ou moins intéressé. Et puis, c'est vrai que ça a été un parallèle qui s'est fait assez vite. Parce que au début, j'étais plus intéressé par la technique. Puis, au final, les deux se sont liés. Après, la question de est-ce que j'ai déjà pris un coach avant? Alors, avant Valentin, oui. Enfin, Valentin, j'ai pris quelques heures avec lui, je ne sais plus combien. Et puis avant lui, oui, justement. Mais comme dit Valentin, je l'ai pris un peu, ce mec-là, parce qu'il était sous la main, quoi. J'avais pas vraiment d'autre choix. Et au final, c'était pas mauvais, mais c'est là que je vois vraiment la différence avec, par exemple, Valentin, où ça va vraiment être axé sur la performance. Tandis qu'avec ce mec-là, et je pense que c'est le cas avec pas mal d'autres gens, en fait, comme dit Valentin, chacun oriente ses coachings et ses connaissances en fonction de ce que lui sait et ce que lui fait. Et donc, pour revenir à ce mec-là que j'avais rencontré avant, c'était plus un coach de vie, quoi, en gros. On parlait pas vraiment de il n'y avait pas vraiment de concret. Il y avait beaucoup de choses qu'il lisait dans des livres que j'avais déjà lus et c'était juste. Alors, est-ce que c'est parce que aussi, toi, tu avais une attente axée vraiment poker, on va dire, et lui, c'était peut-être pas son domaine, ou alors c'était quelqu'un qui était quand même du milieu, c'était quoi un peu le truc qui a fait que ça n'a pas trop matché, quoi? Ouais, je pense que c'est ce que tu dis. C'est-à-dire que lui connaissait déjà le milieu du poker, il avait été joueur de poker avant. Après, peut-être que mes attentes, c'était pas les mêmes aussi. Et c'est ça d'ailleurs, je pense que c'est très important aussi d'en parler. C'est que tu retrouves un peu la même chose avec un coach technique, mais je pense que c'est encore plus vrai avec un coach mental. C'est qu'il y a vraiment les attentes du joueur qui sont là et ce dont est capable le coach en soi. Je veux dire, tu ne peux pas juste dire qu'un coach est bon ou mauvais parce que ça n'a pas forcément matché. C'est peut-être juste que toi, tes attentes n'étaient pas bonnes à ce moment-là. Il se trouve que moi, avec Valentin, je cherchais vraiment ça, la performance. C'était vraiment ça mon gros leak, donc ça a matché. Avec l'autre, ça ne l'a pas fait. Est-ce que c'est parce qu'il était bon ou mauvais? Je ne sais pas. Mais... Est-ce qu'il y a eu ça a été quoi justement ton déclic? Alors là, quand tu parles avec Valentin, tu parles du coaching en lui-même ou aussi de la masterclass. Et qu'est-ce qui a été? Nous, on aime bien parler avec Comanche, on aime bien connaître un petit peu ce qu'on appelle le aha moment, voilà, vraiment le truc qui fait changer presque un être humain, en tout cas sa vision des choses et qui le fait exploser dans le poker.
Alors, sans forcément parler d'explosion ou quoi, mais est-ce qu'il y a vraiment eu des déclics qui te sont apparus comme ça avec Valentin ou via la masterclass? Ouais. En fait, à la fin de la première avec Valentin, j'ai eu la barbe qui s'est mise à pousser. Et là, c'est bon, quoi. C'était le Merde. déclic. Waouh. Et là, t'as pécho Ouais. de ouf. Mais en fait, Valentin, c'est un magicien, en fait. C'est pas juste, il n'est pas coach mental. C'est un magicien pour nous. Voilà. Il peut faire revenir l'être aimé. Il peut, à distance, voilà. Il peut guérir le mal de dos aussi. Voilà. Ouais, c'est pas cher pour l'être aimé. C'est 1500 balles la séance. Ouais. Bon, après, Ouais, bon, je vais éviter de l'aimer du coup. faut avoir un être aimé déjà aussi. C'est ça. C'est plus compliqué. Ça compte pas les tarifés, Chichi. Oui. Plus sérieusement, j'ai jamais eu vraiment de aha moment, comme tu dis. C'est vrai que je disais souvent ça, et alors peut-être que c'est parce que c'est moi, mais en tout cas, j'en ai jamais vraiment eu. Ça a toujours été plutôt un enchaînement de moments et de réflexions qui petit à petit, ça s'est fait. C'est plus sur des semaines où je vois que oui, genre sur 3-4 semaines, il y a eu un gros changement. Après, donc, ça s'est plus fait. Donc oui, j'avais pris quelques heures avant la formation avec Valentin. Là, déjà, il y avait eu 2-3 déclics. Vraiment, le plus gros truc, ça a été pendant sa formation. Alors, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est vraiment que sa formation qui a fait ça, ou est-ce qu'il y avait aussi tout mon environnement, ma façon de voir les choses à ce moment-là qui ont fait qu'il y ait des choses qui ont changé? Mais toujours est-il que pendant ce moment-là, oui, j'ai eu un déclic, surtout sur toute la partie concentration, enfin, la partie motivation de sa formation. Peut-être qu'il en parlera plus en détail après. C'est là où j'ai compris beaucoup de choses, et notamment, ça a été, pour moi, beaucoup en lien avec ce qui s'était passé justement à Bali, où justement j'avais du mal avec la motivation, et donc me poser toutes ces questions, en fait, je trouve que ça a été plus ça. Ça a été toute l'ouverture d'esprit que la formation m'a apporté, en fait, plus que les connaissances en soi et les choses à mettre en place pratiques, ça a plus été ça, ouais. Les questions. Toi, Valentin, du coup, pour aller plus profond dans ce que tu proposes quelque chose qui est axé sur la performance. Tu dirais que c'est quoi la chose la plus importante en ce qui concerne la performance? La chatte? Non, pardon. Ah bah tiens, regarde. Ah putain, c'est incroyable. Faites un combat de chat. Prends Lilou, fais un combat de chat. Ah non, Lilou, elle est hors catégorie. Elle est trop dangereuse. Si vous voulez un combat de chat, j'ai le deuxième. Je peux les motiver. Ah. Mais c'est toujours dur, je trouve, de dire il y a une chose importante, tu vois, ou un moment, tu vois. Je trouve que c'est vraiment un ensemble de choses qui fait que c'est pour moi une construction, la performance. C'est-à-dire que c'est pas je vais faire telle chose avec un outil qui va te faire changer. C'est faux, tu vois. Tu peux te dire je vais me faire un échauffement. C'est bien de le mettre en place, c'est cool, mais c'est pas ça qui va faire que ta perf elle va changer de A à Z. En fait, c'est vraiment une démarche dans laquelle tu vas t'inscrire. Mais comme tu vois au poker, je pourrais te dire, c'est pas, je sais pas, 1 heure de coaching qui va changer ta vie, ou une vidéo ou une session, tu vois. Enfin, une session, si ça peut, parce que si tu joues le main event, etc. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Genre dans la progression, ce qui fait, c'est de toute façon, c'est la constance. Et puis c'est ma question, c'est plus dans la performance, quelles sont les choses les plus importantes? C'est-à-dire, est-ce que c'est dans la performance, c'est d'avoir des objectifs bien construits? Est-ce que le plus important, c'est d'avoir du courage? Est-ce que c'est de la résilience? Tu vois, moi, ma formation, elle s'axe autour de 3 modules et qui sont clairement pour moi les 3 axes de la performance, c'est-à-dire motivation, confiance en soi et concentration. Et alors, les 3 sont liés les uns aux autres, c'est-à-dire que c'est pas parce que la confiance joue sur la motivation, mais la motivation peut aussi jouer sur la confiance, comme ta concentration va jouer sur ta. Tu vois. Et s'il en manque un, ça dérègle. Complètement. Ouais, complètement. Ça peut aller pendant un temps, puis tout d'un coup, ça peut se casser la gueule. J'en parle plusieurs fois dans la formation de boucles vertueuses et de boucles vicieuses. Et je pense qu'on a tous connu ça au poker, où il y a des moments où tout se passe bien, tout s'enchaîne. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, on ne comprend pas trop pourquoi des fois, mais tout se passe bien au-delà du run. On est bien en place, etc. Puis des fois, il y a des boucles vicieuses où la motivation n'est pas là. Du coup, si on manque un peu de confiance, du coup, le focus y part. Du coup, on prend des mauvaises décisions. Et du coup, ces mauvaises décisions elles perdent la confiance, qui a fait perdre la motivation, etc., etc. Et en fait, il faut arriver à casser ces boucles pour se mettre dans quelque chose de positif. Mais faut-il encore comprendre pourquoi la boucle elle se met en place et comment est-ce qu'on fait pour la casser? Alors du coup, dans ta formation, c'est que des vidéos où il y a un peu des exercices pratiques Alors ouais, il y a des exercices pratiques. Max pourra peut-être même mieux en parler que moi, parce que moi, je l'ai créé, mais je ne l'ai pas fait à proprement parler, dans le sens où je n'ai pas fait les exercices. Mais oui, effectivement, il y a une partie vidéo. Il y a une partie aussi audio, et c'est surtout à chaque fois l'idée, c'est que les joueurs passent à l'action. C'est le plus important de toute façon si on veut
évoluer comme quand tu veux progresser au poker. Il faut passer à l'action, il faut réaliser des actions concrètes. Et donc, oui, il y a des exercices à réaliser. Max, tu peux nous en parler un petit peu de cette, de la formation des exercices, un petit peu, des exemples comme ça? Balance, hein. Ouais, Valentin, il peut plus rien dire. Spoil. dans le concret, en gros, tu vas toujours avoir un petit peu de vidéos théoriques d'abord, puis après des vidéos un peu plus pratiques avec à la fin un exercice en tête. Les premiers qui me viennent en tête, ça va te définir Pour la confiance, il fallait sortir tout nu de chez moi. Ouais, voilà, il y avait ça je l'ai fait, je me suis retrouvé en tôle, c'était pas ouf. Après, sinon, il y avait définir ces différents niveaux de motivation. C'est quelque chose que j'avais déjà entendu parler, mais là, ça allait un peu plus loin, quoi. Il donnait beaucoup plus d'exemples dans l'exercice. Enfin, il balance pas juste ça comme ça. Ça veut dire quoi, des niveaux de motivation? Alors, il appelle ça le A, B, C motivation, un peu comme ton A game, B game, C game, quoi. Tout simplement, des fois, tu n'as pas vraiment envie de t'y mettre, tu te forces parce que faut faire du volume, ou des fois, tu n'as juste pas envie de t'y mettre, mais tu te forces parce que tu es en tilt. Là, ça va plutôt être le signe de motivation, et l'inverse où tu as vraiment envie. Voilà. Et donc, il propose de définir ça, et au-delà du fait de le définir, ça permet après toi de prendre conscience dans quel état tu es et te dire, là, peut-être il vaut mieux pas que je joue, ou peut-être que là, il faut que je me pose 2 minutes avant de commencer ma session pour essayer d'être mieux au clair, quoi, parce que je sais que là, je suis pas motivé de ouf. Parmi un exemple concret, celui qui m'est venu en tête, mais il y en a plein d'autres et parfois très longs d'ailleurs, parce que non, il y a beaucoup de boulot aussi personnel à fournir. Enfin, en tout cas, je pense que je sais pas en nombre d'heures, je saurais pas dire, mais il y a pas mal de boulot en tout cas moi de mon côté, il y a pas mal de trucs à faire au sein de la formation. En même temps, est-ce que c'est pas justement aussi le problème des joueurs de poker, c'est qu'ils attendent un peu, on attend un peu un truc tout fait. Mais c'est pas les joueurs de poker, hein, c'est de façon générale. Tout le monde. Oui, t'attends un truc tout fait. Et surtout, quand tu regardes une vidéo, on le dit souvent, pour une vidéo de poker, il faut être actif, prendre des notes. Mais je pense que c'est encore plus le cas avec une vidéo mentale où tu vas prendre des informations et ça peut te parler. Ça te parle tellement. En fait, tu vas pas noter parce que tu dis, mais non, mais je comprends tout. En fait, voilà. Et si tu fais pas de travail par toi-même, en fait, un truc concret, en fait, si tu dis au gars 3 jours après, ça parlait de quoi la vidéo? Je pense qu'il sera incapable de donner la moindre. Ouais. Et la mémoire, en fait, elle fonctionne comme ça. On retient les choses soit parce que c'est répété, soit parce que c'est émotionnellement fort. Alors après, c'est difficile de mettre de l'émotion dans une vidéo, tu vois, de coaching poker ou de coaching mental poker. Du coup, forcément, l'aspect de la répétition est super important. Ce qui veut pas dire que c'est pas mal. Je sais pas si tu peux, en plein milieu de tes vidéos, tu dis connard. Tu insultes le mec. Et donc là, tu sors un concept et là, tu fais connard. Ça peut provoquer des sentiments de plaisir. Ça peut provoquer des sentiments de plaisir. Non, mais avec un fouet. Et non, mais tu vois, je pense que ça peut. Là, on a une piste à creuser. En tout cas. On a une question d'Overbet. Overbet, très bon pseudo. D'Overbet. Je modifie un peu, mais en gros, il dit dans quelle mesure tu as fait son mental aux tables quand on croule sous les problèmes dans un environnement pourri. Donc, en gros, quel est l'impact de l'environnement tout autour? Enfin, c'est vrai, quand on est joueur de poker, des fois, notre technique, la technique, tout le monde la travaille, plus ou moins bien ou pas, mais tout le monde travaille la technique, ça, c'est un fait. Le mental, tout le monde a une idée, il faut le bosser, etc. Machin. Mais est-ce que tout ce qui est autour de nous, en fait, donc les problèmes, je sais pas, problèmes de couple, peu importe, enfin, tout ce qui est autour de nous, ça n'a pas un impact encore plus fort sur le mental des joueurs? Et ça, pour le coup, on ne peut pas vraiment le travailler. Donc, est-ce que ça, c'est un point où… est-ce que tu en parles dans tes coachings aussi, notamment, ou c'est quoi ton avis un peu sur ce sujet? Mais ça, je veux juste rebondir sur un truc. Tu dis qu'on ne peut pas le bosser, mais ça, je ne suis pas d'accord. Enfin… Non, je ne dis pas qu'on ne peut pas le bosser, mais en tout cas, c'est souvent c'est pas la chose qu'on se dit, on va le bosser. J'ai jamais entendu un joueur me dire, je vais améliorer ma relation avec ma nana pour améliorer mon poker. Ça, on ne l'a jamais dit. Ouais. Pourtant, je pense que ça a encore plus d'impact pour le coup. Ouais. Et c'est là où je pense que c'est vraiment super important de faire cette distinction où moi, j'interviens vraiment sur la performance et uniquement la performance. Donc, c'est tout ce qui va concerner uniquement ce qu'il y a sur le poker. Et en fait, j'estime que tout ce qui est personnel, c'est à voir en fait avec une psychologue ou avec un psychologue. Et alors, c'est important de le travailler parce qu'effectivement, si tu arrives aux tables avec une énergie qui est mauvaise, avec une fatigue qui est grande parce qu'il y a plein de stress dans d'autres facteurs de ta vie, forcément, ça va influer sur ta performance. Mais
ça, c'est vraiment la limite et qui n'est pas forcément claire et définie pour les joueurs d'ailleurs, parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant bah, je vais arrêter de fumer, je veux perdre du poids, j'ai un problème relationnel, etc. Et moi, c'est assez clair et c'est assez net. C'est non, c'est pas mon boulot, c'est pas mon métier. C'est vraiment deux choses qui sont distinctes. Et pour moi, c'est là où il faut aussi être très attentif, puisque bah, la psychologie, c'est pas la même chose que l'optimisation de la performance. Et je pense qu'il peut y avoir des dérives et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et même moi, j'ai eu un coaching où j'ai pris quelqu'un qui était addict au cannabis et où c'était impossible de le coacher et où j'aurais jamais dû partir sur des séances de coaching. Donc, il faut vraiment savoir faire la part des choses quand on est coach. Et je pense que c'est aussi important pour les joueurs de vraiment comprendre, c'est si tu as des problèmes perso, c'est aller voir une psychologue. Et si c'est vraiment dans le cadre de l'amélioration de la performance, c'est avec un préparateur mental ou une préparatrice mentale. Est-ce que Aller voir des psychologues. Toi, Valou, tu as déjà été coaché? Oui, j'ai déjà été coaché. Alors moi, chose à part, hein, mais je vais voir par exemple une psychologue de façon régulière. J'estime que c'est important dans ma vie à moi. Alors ça, entre autres. Hein. Mais, je comprends. Mais ouais, moi aussi, je vais en voir une depuis que je l'ai rencontré. Mon frère. Oui. Et je vois beaucoup. Mais ça, j'estime vraiment que c'est un truc important pour ma vie, tu vois, pour un certain équilibre, pour pouvoir continuer à réfléchir sur soi, pour pouvoir continuer à poser des choses et à avancer. Et après, dans le poker, oui, je me suis fait coacher techniquement, pas sur le mental, mais techniquement avec Axel de Spin for Win. Zugzwang. Ouais, Zugzwang. Ouais. Qui est aussi en recommandation, qui avait été testeur de ta formation, si je ne me trompe. Qui est aussi un bêta-testeur de ma formation. Vatmac, qui est bêta-testeur d'autre dans... Et le troisième, c'est Jean-Guy Brunet, qui est un mec avec qui j'étais dans un club de poker à Angers. Le mec qui fait tous les clubs de France, quoi. Dans la Creuse, j'étais au Creuse Poker Tour, voilà. En vrai, c'est stylé les clubs de poker. Vous y allez? Non, mais j'avoue, bien sûr. Non, attends, moi, j'allais pas dans des clubs à l'époque, mais j'allais dans. Alors, ça s'appelait pas comme ça. Non. Les Glory Hall, on ne dit pas de Glory Hall. Ça s'appelait pas comme ça, mais tu sais, il y a Red Cactus qui fait des tournois amateurs. Et il y avait ça pas très loin de à l'époque, quand j'habitais dans une ville, au bowling. Donc, j'allais vendredi une fois par semaine. Bon, j'y suis allé 3-4 fois, mais c'était super sympa. Je te vois tellement aller au bowling, toi. Ah, je joue avec des grosses boules, des petites filles, moi, c'est mon truc. Non, mais c'est moi, je te vois surtout, tu es arrivé avec tes. Pourquoi je te vois avec une banane? J'ai pas de banane. J'ai pas de banane. Tu vas arriver au bowling et tout. Pour revenir du coup sur la masterclass, est-ce que tu t'es, avant de lancer la tienne notamment, bon, je suppose forcément tu as fait une étude de marché, mais est-ce que aussi tu as regardé ce que faisait la concurrence, qui se faisait sur le marché anglo-saxon? Tu as un petit peu épluché les autres contenus ou... Ouais, naturellement tu le fais. Après, ça m'a pas tant. Je vais être un peu bâtard, mais ça m'a plus dirigé sur ce que je voulais pas faire que sur ce que je voulais faire en fait. Ah, mais ça sert à ça aussi de regarder. Voilà. Et c'est de te dire, bah, ça en fait, j'aime pas, ça je pense que c'est pas bien, ça va pas marcher. C'est quoi concrètement? Qu'est-ce que t'aimes pas? Alors, ça va être dans les méthodes à proprement parler. Par exemple, tu vois, tout à l'heure, on parlait de comment est-ce que tu deviens coach, etc. Et comment est-ce que tu sais si tes méthodes elles marchent ou pas? C'est une question qui est hyper complexe. En vrai, on pourrait en parler 2 heures. Mais du coup, moi, ma démarche, c'est de me dire, je m'appuie sur tout ce qui a une validité scientifique dans la psychologie, donc qui est testé par des gens dont c'est le métier, hein, dont le métier, c'est de tester les différents outils ou les différentes théories, etc., et qui passent leur vie à faire ça. Et donc, du coup, l'idée, ça a été vraiment de me diriger uniquement sur ces choses-là et du coup, de supprimer les autres choses qui étaient proposées, à savoir, par exemple, que l'hypnose, c'est quelque chose qui n'est pas validé de façon scientifique. La PNL, c'est quelque chose qui n'est pas validé de façon scientifique. Il y a la sophrologie qui n'est pas validée de façon scientifique. Et j'ai regardé votre émission d'ailleurs sur la synergologie qui n'a pas non plus de base scientifique, qui est pourtant, je pense, intéressante. Par contre, c'est trop cool. Par contre, c'est grave cool. Par contre, c'est trop cool. Mais... Quand le mec il se gratte le nez comme ça et tu dis toi t'es un mytho, c'est trop cool ça. Ouais, mais quelle crédibilité ça a, tu vois, genre, est-ce que c'est vrai ou pas? Bien sûr, c'est la radio. Non, mais au final, regarde, c'est comme le poker. Au final, on parle de technique, de stratégie, etc. Mais qu'est-ce qui est vrai? Parce qu'il y a une chose qui va être vraie sur quelqu'un. Non, mais oui, mais moi, c'est la si même tu as une chose, formation scientifique, par exemple la PNL,
elle est pas validée scientifiquement, et pourtant il y a quand même, on peut en sortir des choses aussi qui sont extrêmement intéressantes. Il y a plein de grands, non mais il y a plein de grands psychologues qui l'utilisent et qui, je sais pas, je pense Damasio, il C'est pas, c'est pas parce que, mais c'est pareil, c'est pas parce que t'es quelqu'un, tu vois, genre, c'est pas le diplôme ou la compétence qui fait que l'outil marche. Est-ce que l'outil marche ou pas? Est-ce qu'il est validé ou pas? Tu vois, genre, tu peux très bien tout faire bien, utiliser un outil qui est faux et être le meilleur dans ton domaine, tu vois. Pour moi, c'est la question de est-ce que l'outil il est valide ou pas, tu vois. Et moi, je suis parti du postulat que j'allais suivre tout cet aspect scientifique. C'est un principe, voilà, de suivre le chemin scientifique. Okay. Ouais, sachant que la science, c'est pas non plus. C'est-à-dire que c'est une réponse à un moment donné qui est capable d'évoluer dans un sens comme dans l'autre, et que ça nécessite du temps. Et qu'en psychologie, c'est parfois complexe d'y voir clair, puisque les protocoles sont plus compliqués à mettre en place de ce point de vue-là. Tu vois, par exemple, sur le vaccin, c'est assez clair. Je pense que les chiffres vont être assez clairs sur tu vois, tes cas positifs, tes cas négatifs, etc. En psychologie, attends le vaccin russe, peut-être pas sûr. On n'est pas sûr. C'est vrai qu'il y a le vaccin russe, il y a 150% de réussite. De réussite. Ouais. Mais voilà, mais ça pareil, dans les sciences, c'est partout, tu vois, par exemple, genre, il y a plein d'outils qui sont pas validés, pourtant tu as des études qui disent que ça marche, mais parce qu'ils trichent un peu avec les chiffres, ils trichent un peu avec la méthode, ou juste la méthode n'est pas bonne, etc. Donc il n'y aura pas de PNL, donc il n'y a pas de PNL, il n'y a pas de sophro, il n'y a pas d'hypnose, et moi personnellement, voilà, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de croire à l'heure d'aujourd'hui que, alors, je dis pas que ça fait rien, mais je dis que ça ne fait pas plus qu'un effet placebo. Donc ça fait quelque chose, ce qu'on appelle un effet placebo. L'effet placebo, il est, on va dire, en psychologie, il est quand même aussi important quand tu cherches la performance. Si ça t'aide à croire que tu vas faire de meilleures performances et du coup tu fais de meilleures performances, c'est aussi ce qu'on cherche en fait. Ah mais clairement, l'effet placebo, alors il y a des études assez stylées d'ailleurs, en vrai vous pouvez les chercher sur internet, il y a plein de trucs cool sur l'effet placebo, mais en gros, par exemple, tu vois, ça peut réduire la douleur, alors, je crois que c'était sur les maux de tête, jusqu'à 70% de la douleur, alors qu'on ne te donne rien, on te donne strictement rien, c'est comme si tu avalais de l'air, quoi. Donc c'est vraiment stylé, et clairement, je dis pas que l'effet placebo c'est négatif, ça peut être négatif dans la médecine parce qu'effectivement si tu prends un médicament qui ne marche pas alors que tu avais un médicament qui fonctionne, là c'est problématique. Dans la performance c'est différent, déjà les enjeux sont moindres, mais c'est toujours la même chose, c'est est-ce que tu prends un outil qui va fonctionner plus ou est-ce que tu prends seulement un placebo, tu vois? Tu as cette question, donc oui, ça va marcher, oui, ça te permet d'avancer et ça te permet peut-être de prendre 10 ou 15%, de faire vraiment des meilleures sessions, etc. Et l'effet placebo, il y a vraiment des choses qui se passent au niveau neuronal. C'est un truc qui est vraiment passionnant. Mais pour autant, moi, je me dis, j'ai pas envie de faire de ma vie et de mon métier un effet placebo et j'ai envie que du coup, il y ait des effets qui soient supérieurs à un effet placebo et que voilà. Au final, si tu fais un effet placebo, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire la même chose, quoi. C'est un peu frustrant, tu vois. Tu as besoin de concret, quoi, on va dire. Ouais, j'ai besoin de concret, puis j'ai besoin de me dire que, tu vois, genre, si comment je viens et on coach tous les deux le même mec et qu'on a le même résultat, moi, si ça fait 5 ans que je bosse dessus, j'ai fait 3 ans d'études, franchement, ça me fait chier, tu vois. Ah, mais comment je coach quelqu'un, il va se pendre. Est-ce qu'après, toi, tu les masses? Moi, on est beaucoup sur le massage, sur le toucher, sur le kinesthésique. Comment veux-tu que je masse les joueurs à distance? Tu peux faire de l'amour tantrique. C'est la différence entre... Tu peux faire l'amour tantrique à distance. Allez, calme-toi, Chichi, il est 22h03. Alors l'amour tantrique, c'est vraiment un truc. Alors là, mais ça me fait chier, mais à un point. Mais alors là, je comprends pas, mais personnellement. Tantrique, c'est pas un c'est quand tu te touches pas. Non, c'est quand tu es allongé, tu sais, tu passes tes mains au-dessus, mais tu te touches pas. C'est l'enfer. C'est comme une boîte de striptease. Et je te jure, je connais plein de runners, ils font ça. Ah oui, l'amour tantrique. Ah oui, non, ils font l'amour. Tantrique. Tantrique, c'est en 2 mots. D'ailleurs, il y avait une question. Attends, oui, il y avait une question de Freddy Krueger. Je sais, il y avait une question de Freddy Krueger sur le NoFap Challenge. Sur le NoFap Challenge, c'était pour toi, Max. Apparemment, tu es un adepte de la masturbation, je sais pas, c'est pour ça qu'il dit ça. Non, il disait il y a de plus en plus de gens qui font le NoFap Challenge pour un peu. Je ne retrouve pas la question, mais j'imagine que c'est par rapport à garder l'énergie ou tout ça. Est-ce que c'est un intérêt ou pas? Mettez-moi juste au jus, le NoFap Challenge, c'est quoi? C'est ne pas se branler challenge. Ne pas se branler pendant. Est-ce que non, mais du coup, pour élargir, parce que c'est intéressant, parce que dans le sport, en tout cas, c'est quelque chose qui a été, en tout cas, c'était
d'ailleurs, c'est toujours cru par de nombreux coachs à l'heure actuelle, mais il y a beaucoup de sportifs. On leur disait de ne surtout pas avoir de relations sexuelles. L'influx nerveux, tout pas ça. se masturber. Pas se raser. Pas se raser challenge, aussi. Pas se raser. C'est le cas des légionnaires, notamment. C'est pour ça qu'ils ont la barbe. Est-ce que ça, c'est pour le coup, toi qui es plutôt l'aspect scientifique, est-ce que c'est prouvé qu'avant une performance, une compétition, il ne faut pas avoir de relations sexuelles, que ce soit seul ou accompagné, à plusieurs ou à plusieurs, ou avec des animaux? Ouais, alors il y a un truc où je pense qu'il faut être très humble, c'est qu'il y a énormément de choses sur lesquelles en psychologie il existe énormément de choses et c'est un sujet que je n'ai pas du tout bossé, qui ne m'intéresse pas pour l'instant, mais que peut-être que je pourrais bosser. Mais pour le coup, j'ai vraiment aucune idée de s'il y a des études là-dessus, s'il n'y a pas eu d'études, etc. Donc j'ai vraiment aucune idée de ce qu'il en est. Mais en vrai, par contre, les gars, c'est une bonne idée de vidéo et il y a moyen que ça sorte. Ça. Moi, je peux te faire la vidéo si tu veux, mais par contre, je ne vais pas la sortir sur YouTube. Personnellement, je fais pas le challenge, hein, les gars. Moi, je fais le challenge 2 heures si tu veux. Ah ouais, c'est ça, je fais le 24. Moi, je fais le 24 pendant l'émission, voilà. Je fais le challenge pendant l'émission. Et moi, je ne reçois pas Chichi s'il fait le challenge. Non, mais alors pour le coup, je suis à côté de lui. Je suis à côté de lui. Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit? Parce que c'est vrai que les NoFap Challenge, pour le coup, vraiment dans le poker, je connais plusieurs personnes qui l'ont fait. Je ne sais pas s'il y a eu des effets ou pas. Est-ce que, vu que tu t'es intéressé un peu à plein de choses, et je sais surtout plus tout, j'avais déjà vu des threads comme ça, tu as déjà entendu parler du truc, tu l'as fait ou vraiment genre pas du tout? Ouais, alors ma première question, c'est pourquoi la question est posée à moi? Ça, j'en ai aucune idée. Non, elle était dans le chat en fait, donc tu es dans l'émission, okay. Forcément, on te pose la question, c'est toi l'invité. Oui, j'ai déjà essayé. C'était plus un côté fun au début, mais en effet, parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont de choses qui sont dites là-dessus. Donc c'était plus par curiosité. Après, ça marche pas après. Non, mais c'est pas que ça marche pas, mais que c'est galère quoi. Arriver au bout d'un certain moment, tu tiens pas. Donc non, je sais pas. Du coup, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Comme disait Valentin, il y a rien qui est vraiment prouvé. Je pense qu'il y a aucune preuve là-dessus. Après, tu ressens des trucs, mais est-ce que c'est parce que c'est placebo, c'est toi qui veux te convaincre que tu ressens quelque chose, ou est-ce que ça change rien du tout? J'en sais rien. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que je pense qu'il y a une forme d'addiction par rapport à ça. Clairement. Après, est-ce que le fait d'arrêter, ça change quoi que ce soit? Je sais pas. Du moment que c'est pas pendant que tu grindes, logiquement, ça. La caméra s'arrête là? Ok. Ouais, désolé, je descends un peu plus. Oh merde, il y a un bout. On nous parle du. Parce que un point tout à l'heure, il y a une question, je ne l'ai pas soulevé, mais tu nous as dit, Valentin, que tu avais coaché quelqu'un qui était addict au cannabis et que c'était du coup très compliqué. Et on nous dit, il y a Frédéric Couvreur qui nous dit compatibilité cannabis-poker. Alors, est-ce que, forcément, une addiction, quand c'est trop poussé, ça pose toujours des problèmes. Est-ce que fumer de la weed avant une session ou après, ça peut devenir aussi une habitude? Est-ce que c'est vraiment ultra mauvais ou pas? On n'incite personne à fumer, on le dit, mangez des space cakes. Alors, il y a un petit aparté justement dans la formation A-Game sur tout ce qui est drogue, alcool, etc. Et clairement, il n'y a rien qui permet de dire que la drogue va améliorer la… À part la améliorer ou détériorer. Le mec qui n'a rien compris au principe. Ouais. Juste la cocaïne, ça améliore. Et la MDMA. Mais par exemple, tu as des produits qui vont améliorer… C'est pas vrai. Attends, il va dire les produits qui améliorent, ça m'intéresse. Non, mais non, je ne les citerai pas, mais tu as des produits qui améliorent la concentration. On le connaît, l'adérol. Exactement. Mais qu'on ne peut pas se… C'est ça, si c'est pas légal et deux, on nous dit si c'est pas proposé de façon générale, c'est qu'il y a des raisons et c'est que les méfaits, c'est toujours le bénéfice pour le risque. Le risque est beaucoup trop fort et du coup c'est stupide de prendre ces trucs-là et il y a bien d'autres moyens d'accéder à la performance et il y a bien d'autres moyens d'améliorer sa performance que par des produits qui sont dangereux et qui mettent en danger la santé des gens. D'ailleurs, on pourrait même faire un détour sur le dopage dans le poker. C'est un truc dont on parle jamais, qui est pourtant présent. Tu vois, on parle tout le temps dans le sport, dans le cyclisme, etc. Si le poker, justement, comme tu le dis, est considéré, on en parle très souvent, comme un sport, on doit parler de ce sujet-là qui reste, et je suis d'accord avec toi, un sujet ultra tabou, alors qu'on sait tous que c'est aussi ultra présent dans le poker. C'est vrai qu'on n'en parle jamais.
Dans plein d'autres domaines, tu vois, genre par exemple, je pense aux étudiants en médecine qui sont réputés pour être, enfin, et moi j'en ai connu certains qui prenaient des produits, etc. Les chefs d'entreprise dans le milieu de la restauration, ou enfin voilà, tu vois, il y a des produits qui sont généralisés. Et du coup, tu vois, genre, moi je n'ai jamais trop compris pourquoi genre, on n'avait pas le droit de se doper juste dans le sport, tu vois, et que ce n'était pas généralisé à d'autres pratiques, et notamment au poker où tu as des enjeux forts, tu as plein d'argent, etc. Pour moi, au poker, alors c'est comme tous les sports, mais c'est que mon avis. Mais si on va comparer par exemple au vélo, euh, dans les compétitions amateurs, etc., c'est impossible de mettre en place des contrôles, ça coûterait trop cher, etc. Mais par contre, pour moi, dans tout ce qui est super high roller, notamment maintenant, parce qu'il y a des buy-in qui sont de plus en plus fous, ça devrait être obligatoire d'avoir un contrôle. Il y en a hein, rappelle-toi dans le documentaire là, Icar. Sur la Oui, plus dans grosse Icar, il y en a course sur les top courses amateurs. En fait, sur les courses Oui, les top amateurs, courses les amateurs. top courses amateurs qui te Ouais, font c'est passer ça. pro. Donc, c'est quasiment des courses professionnelles en vrai, parce que les mecs ils sont au niveau des pros en fait. D'ailleurs, franchement, il est génial, le documentaire dont on parle dimanche. Icar, c'est génial. Icarus, pour ceux qui regardent Netflix. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est il est vraiment vraiment, il est fou. Ce documentaire est insane. il faut aller voir. Il est vraiment ça parle de vélo, mais même si vous aimez pas en fait, si vous aimez pas, pas le besoin vélo, d'aimer le vélo. Pas besoin d'aimer le vélo. Moi, j'aime pas le vélo et en fait, c'est sur le dopage et c'est génial. Il est vraiment incroyable. Mais vraiment, ouais, cet aspect du dopage, ça arrive dans le poker, on n'en parle pas souvent, mais je pense qu'on en parlera peut-être dans les années qui arrivent de plus en plus. Et il y a un point. On nous parlait de la Ritaline aussi. Je sais pas ce que c'est. Et le Smecta. Smecta, c'est à Marrakech, dopage de ouf. Alors là, on est dopé au Smecta. Dopage de ouf. Le Smecta, par contre, il y a un point que j'avais vraiment envie d'aborder parce que tu en as parlé brièvement, mais nous, c'est un point en plus à la radio qui nous parle énormément. C'est l'alcool. C'est quoi l'impact de l'alcool sur le grind? Alors, pour le coup, première question à Max, est-ce que toi, tu bois avant de jouer, pendant que tu joues, après? Tu bois de l'eau. Non, jamais. Et enfin, ça m'est arrivé une fois et je le referai jamais, quoi. Enfin, j'ai une fois et c'était juste, je sais pas si c'était un verre ou une bière, mais rien que ça, c'est con. Mais j'ai senti qu'en fait, j'en avais juste rien à foutre en fait de mon grind. J'étais beaucoup plus détendu, en mode bah ouais, je suis là pour m'amuser. Et en fait, j'ai commencé à tenter des trucs, c'était nul. Et donc non. À part ça, j'ai plus refait. Du coup, pas d'alcool quand tu grindes. Il prend des notes. Chichi, il prend des notes. Non, moi je suis foutu. Sinon je grind, mais je grind jamais. Je grind jamais, sinon je peux pas. Je connais des top reg qui grind. Bah, on peut parler. Hein, Jérôme qui est dans le chat, Wattels, qui lui grind toujours avec un petit verre de vin. Sérieux? Il dit ça. Il vient justement de dire ça m'intéresse cette question. Ah oui, non, mais 100%, Jérôme, il boit, et j'en connais plusieurs. Hein. On boit pendant les sessions. Moi, je sais que ça m'arrive clairement de le faire également. Mais ça m'intéresse ton avis là-dessus et justement si tu as étudié aussi ce point et cet impact. Ouais. Alors, pareil, je ne vais pas te mentir, la formation n'est pas axée là-dessus. Donc, j'ai des connaissances qui sont limitées, mais là-dessus, j'ai un peu plus de billes. Donc, déjà, on sait qu'il y a des effets négatifs, à savoir sur la drogue et aussi sur tout ce qui va être la fumette. Sur le court terme, ça peut avoir un effet qui va permettre aux joueurs de se détendre. Donc, pour les joueurs qui vont avoir tendance à être stressés, ça peut être positif. Mais encore une fois, il y a bien d'autres moyens de gérer le stress qui sont bien plus efficaces et qui n'ont pas d'effet négatif. Après, par contre, le problème, c'est sur le long terme, en fait. Alors déjà, au-delà de l'addiction, il y a quand même, après, des baisses de concentration qui vont être problématiques dues à l'alcool et dues à la fumette. Donc, a priori, ça ne va pas améliorer la performance. Ça va pas améliorer la performance. Alors, toujours dans ce biais d'améliorer la performance par des produits, entre guillemets, pour tout ce qui est légal et tout ce qui est naturel, je parle de la caféine. Par contre, je suis un accro au café. La théine aussi. Ouais. La caféine, théine, tout ce qui est les vitamines, je sais pas, les oméga, les cyprines. Putain, t'en trouves pas en pharmacie par contre, mais. T'es obligé, j'ai pas 15 mots qui riment en rime, j'ai pas beaucoup de vocabulaire. Oui, on sait. Les oméga 3, tout ça, est-ce qu'on peut se supplémenter un peu pour augmenter ses performances ou est-ce que c'est un peu du vent Alors, il y a deux choses différentes. Il y a l'alimentation et il y a genre les cafés, les thés, etc. Alors, donc effectivement, hein, la caféine, la théine et tout a des effets sur ton cerveau qui vont te permettre de rester focus et concentré
un peu plus, donc c'est plutôt positif. Il y a toujours pareil des effets négatifs, donc il faut toujours gérer la balance quoi, quelque part, à savoir que les effets négatifs sont même bien moindres que des drogues. Mais effectivement, il y a des réels effets à prendre du café et du thé. Et sur l'alimentation, évidemment, il y a un impact. Donc pareil, j'en parle dans la formation, il y a un impact sur la performance. Et là, qui peut être plus… disons que c'est plus une mauvaise alimentation qui va avoir un impact négatif. Négatif. Ouais, voilà, c'est surtout la mauvaise alimentation qui peut avoir un impact négatif sur notamment les taux de concentration et la durée de concentration qui va être plus basse, et notamment parce qu'on va perdre de l'énergie dans sa digestion, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ton cerveau, c'est a priori 3% de ta masse corporelle ou 5%, je ne sais plus, mais bref. Et par contre, ça puise 25% de ton énergie. Et ces trucs-là, ça a été fait hors concentration spécifique. Donc, a priori, ça peut même peut-être puiser plus de ton énergie. Donc, on a besoin d'une énergie physique. Là, je parle vraiment d'énergie physique que tu puisses dans ton corps. Donc, ton alimentation, elle a un impact sur ton énergie qui, elle, après, va faire que tu vas pouvoir te concentrer plus ou moins longtemps sur ta session avec une plus ou moins meilleure qualité. Toi Max, qui est dans le poker pro, qui est dans le poker pro, donc on a abordé le sujet technique, le sujet mental. Là, on part sur le sujet de l'alimentation. C'est un sujet qui t'a intéressé, qui t'intéresse. Est-ce que tu as changé des choses je parle vraiment dans l'objectif de la performance, encore une fois. Est-ce que tu as changé ton alimentation? Tu t'es mis à cuisiner? Je sais pas, tu es passé végétarien, vegan, pas du tout. Est-ce qu'il y a eu des changements? Le mec, on lui dit, est-ce que tu as arrêté de te branler? Est-ce que tu manges bien et tout? Non, mais c'est une enquête ce soir, on sait tous les projecteurs. Alors oui, les changements, c'était pas vraiment pour le poker parce que j'ai toujours été intéressé par ça, notamment pour le sport. Et du coup, les effets au final, ils se sont vus dans le poker, et notamment de faire justement une comparaison entre le sport et le poker, parce que oui, en changeant mon alimentation, en ayant une activité physique plus… Alors si, l'activité physique, justement, je l'ai modifiée un peu en fonction du poker. Avant, il y a certains entraînements, par exemple, qui peuvent être trop fatigants et tu n'es pas vraiment en forme juste après. Au niveau de l'alimentation, je pense que tu le sens bien, un quart d'heure après avoir mangé, si tu es en pleine digestion, c'est pas ouf. Au niveau justement de ce que tu manges au niveau nutritionnel. Donc si, je trouve vraiment que ça fait une grosse différence. Alors comme dit Valentin, c'est marrant parce qu'on prend vraiment l'habitude au final de commencer à bien manger, etc. Notamment au niveau de la qualité des aliments. J'ai fait pas mal attention. Ça, c'est quand la bankroll, elle augmente aussi. La qualité des aliments s'améliore aussi. Ouais, tu sais, quand tu fais attention… Il y a le mec de lui, il y a le mec qui va passer bientôt avec la cloche derrière lui. Là. Il est l'heure de dîner, monsieur Max. Ouais, ça va bientôt être l'heure d'ailleurs. Et donc, ouais, en fait, tu prends vraiment l'habitude, et c'est quand tu te remets à manger mal pour X raison, parce que je sais pas, tu as une soirée ou tu pars en vacances ou quoi, et que tu dois reprendre le grind le jour d'après, que tu te rends compte que là, ça fait une différence par rapport à avant. Mais sinon, non, j'ai pas changé mon alimentation, mon mode de vie pour le poker spécifiquement. Tu parlais de sport, tu parlais de… C'est quoi? Enfin, tu fais un sport spécifique ou des entraînements? Tu fais muscu, physique? Ouais, j'ai toujours fait des arts martiaux, et après, à côté de ça, je m'entraînais à la salle quand j'ai pas forcément le temps ou aller courir. Il y avait une question pour toi justement. Il y a Juanito qui dit: t'en es où de ton régime full chorizo? Chorizo, s'il te plaît, putain, chorizo. Connard. Chorizo. C'est quoi? Je peux te dire un truc, Chichi, je te jure, sur ma vie, c'est la première fois de ma vie que je dis chorizo, je sais pas pourquoi. Je te parce jure, que t'es bourré. J'ai dit chorizo toute ma vie. Et là, je savais pas pourquoi, je savais pas s'il fallait dire que j'ai dit chorizo. Je n'ai jamais dit de ma vie chorizo. C'est la première fois de ma vie. T'as la chance d'être loin, on n'est pas à côté. Je t'aurais tapé. Je suis un connard d'avoir dit chorizo. Alors du coup, Nicolas Caille t'a posé la question. Max, du coup, est-ce que t'en es où de ton régime de chorizo? Alors, le chorizo, ça a été testé pendant 2-3 jours. Je vais me faire foutre, putain. Et après, j'arrivais plus à m'asseoir, donc j'ai arrêté. Très bien. C'était pas ouf. Et il y a Wattels qui nous dit: j'aime bien cette émission, il n'y a pas de branlette intellectuelle de Guettéo. Donc c'est parfait. Super. De Guettéo, t'inquiète pas, on va y arriver. On va y arriver. On a une petite main d'ailleurs. Ouais, on a une petite main, mais j'ai envie de poser 2-3 questions encore à Valentin, parce que moi, le mental, ça me passionne, et je trouve que c'est tellement sous-estimé par le joueur de poker. Et puis c'est passionnant. C'est quoi les conseils que tu peux donner, par exemple, à quelqu'un concrètement, parce que tu parlais tout à l'heure que le cerveau puisait énormément d'énergie dans le corps.
Alors, on fait toute notre journée de boulot, voilà. Comment on lâche toute la pression alors qu'on a le cerveau qui est, tu vois, concrètement, on a cette barre. Enfin, je pense que nous, tous les joueurs de poker, là, on l'a déjà eu, tu vois. T'as grindé toute la journée, t'as bossé, et à la fin de ta journée, t'as le cerveau qui fume, quoi, et comment un peu redescendre. Ouais. Alors, je sais pas par quel bout je vais prendre la question, mais je pense que déjà, il y a un côté où il faut être conscient déjà qu'on a une énergie qui est limitée. Et si par exemple, tu vois, tu bosses déjà 5 heures de ta journée avant de commencer ton grind, bah, je pense que déjà, c'est pas forcément c'est quelque chose qui est positif. Et forcément, ton grind, il peut être détérioré si tu n'as pas la bonne énergie. Donc, il y a déjà faire des choix dans ce que tu vas faire. Et après, il y a aussi améliorer la quantité d'énergie que tu peux avoir à travers la qualité de ton sommeil, la qualité de ton alimentation ou l'énergie physique, enfin, en faisant de l'activité physique, etc., quoi. Ah, tiens, ça m'intéresse, tu as parlé vite fait du sommeil. Tu as des tips, des conseils sur le sommeil? Moi, personnellement, j'ai toujours eu depuis tout petit des gros problèmes de sommeil. Je dors très bien, mais je galère pour m'endormir. Et ce n'est pas forcément lié au poker, hein, ça n'a rien à voir. C'est peut-être lié au fait que tu te couches à 6h30 du matin. Peut-être, mais pas tout le temps. Demande-moi, hein, parce que je peux faire du coaching Non, aussi. des fois, je me couche pas si tard que ça, mais c'est vrai que je me couche toujours très tard. Mais ça, c'est la vie. Mais est-ce que tu as des tips justement pour améliorer, pas forcément la qualité du sommeil, mais trouver le sommeil? C'est plus perso, c'est une question totalement pour moi. Bah ouais, alors je crois qu'il y a, Max, tu me corriges, mais je crois que j'ai fait 2 vidéos sur le sommeil Je me rappelle plus du nom, mais oui, il y a des vidéos sur le sommeil. dans la formation, et il y a des vidéos qui sont spécifiques. Et en fait, il y a des choses à savoir. Par exemple, c'est qu'on a tous des cycles préférentiels de sommeil. Donc, on ne va pas forcément tous aimer dormir à la même heure et ni la même durée. Et il faut déjà être capable de savoir à quelle heure on aime dormir et à quelle durée. La grosse problématique de nos jours, bah, c'est pas une problématique parce que c'est un truc qui apporte plein de solutions, mais c'est l'ultra-connexion et les écrans, etc., qui vont retarder souvent le sommeil et qui vont créer des mauvaises qualités de sommeil et qui vont empêcher les gens de s'endormir. Donc déjà, a priori, je ne sais pas ce que tu fais, Chichi, mais si tu geeks ou joues beaucoup et que tu essayes de te coucher juste après, bah oublie en fait. Genre, moi, je conseille vraiment d'avoir un temps de… C'est impossible. Se coucher après une session, c'est… Enfin, là, je parle de geeker. Moi, je ne joue pas aux jeux vidéo ou genre de trucs. Mais… vraiment, quand je grind, mais ça, tous les grinders le savent très bien, tu grindes, si tu veux te coucher après ta session, qu'elle soit bien passée, mal passée, peu importe, c'est impossible. Tu es obligé d'avoir ce qu'on appelle le cooldown. Moi, je sais que quand je grind, avant de me coucher, peu importe l'heure, je vais toujours, généralement, je mange un petit bout. Je ne parle pas de ton cooldown, s'il te plaît. Non, j'allais même pas parler de ça. Non, vraiment, hors sexe, hors toute masturbation, peu importe. Mais généralement, je mange un bout, je me mate une petite série ou un petit truc, et après, je vais me coucher. Et après, tu vois, par exemple, je te conseillerais de ne pas forcément regarder un match ou une série et de passer sur des choses qui vont être hors écran et qui vont être moins… Alors, parce qu'un des gros problèmes du poker, c'est que si les joueurs n'arrivent pas à s'endormir, c'est parce que c'est cognitivement hyper dense, hyper intense, en plus de toutes les émotions qui sont là. Et c'est des choses qui sont déconseillées avant le sommeil. Donc, forcément, ce n'est pas compatible. Sauf que vous êtes bien obligé de jouer, vous êtes bien obligé de gagner sa vie, surtout le genre de MTT qui joue tard. Et donc, du coup, il y a vraiment… Respecte-moi, je joue en cash game. Chichi. Excuse-moi. Ça va. Mais du coup, il y a vraiment besoin de faire cette pause qui est très importante et hors écran. C'est-à-dire que ce n'est pas une pause à regarder la télé, à regarder un truc, etc. Donc vraiment, tu peux faire tout ce que tu veux. Lire, je sais pas, dessiner, moi, je cuisine un podcast. Moi, je cuisine. Quand je dis je mange un bout, c'est je me fais à manger, je cuisine vraiment. Pareil, éviter de trop manger avant de se coucher. Après, tu peux manger léger, mais éviter de trop manger avant de se coucher. Tu peux manger, mais tu peux préparer ta bouffe pour le lendemain, par exemple. Tu vois. Oh, ouais, c'est compliqué. Tu fais à manger, moi j'ai faim tout de suite. Hein. Non, mais par contre, les écrans, je suis d'accord, c'est problématique. Max, problème de sommeil, des tips, des trucs à dire? Justement, je pense qu'au niveau entre la théorie et la pratique, il faut, comme disait Valentin, essayer de vraiment voir ce qui marche sur chaque personne, parce que je pense que c'est vraiment différent. Moi personnellement, j'ai vu vraiment une grosse différence quand j'ai pris 1 heure sans écran. Enfin, même pas 1 heure, ne serait-ce qu'une demi-heure, 3/4 d'heure sans écran avant d'aller dormir. Vraiment, ça m'a fait une grosse différence sur mon niveau d'énergie le lendemain et puis même ma qualité de sommeil, quoi. Après, comme il dit, il y en a qui sont capables de… moi, je sais que je ne suis pas capable de m'endormir, de me coucher trop tard, quoi. Déjà là, tu vois, déjà là, je devrais être allé au dodo. Ah ouais, 22h30? Non, je rigole. Non, mais sinon… Tu rigoles, et alors, il y a quoi le problème? Parce que Nico, oui, comme il est couché. Mais tu sais à quelle heure il s'est réveillé, mon fils, cette nuit? C'est 4h33. Ok. Ah ouais, putain. Putain, tu vois, moi, j'aurais pas de et problème. La veille, tu veux dire, c'est quoi la veille? Il s'est réveillé à 4h33.
C'est incroyable. Moi aussi. Cette nuit, elle s'est réveillée à 4h33 aussi. Non, mais toi, tu dormais pas. C'est pas ma fille. Toi, tu dormais pas. Mais d'ailleurs, c'est quoi un peu ton agenda comment tu gères ta journée, Max? J'ai testé pas mal de choses justement parce que notamment, en jouant en spin, j'ai un peu plus de liberté, comme les joueurs de cash, mais c'est vrai que les tables sont toujours meilleures le soir et la nuit. Moi, j'ai jamais été quelqu'un de la nuit, clairement. Je déconne sur 22h30, mais j'en suis pas loin. Franchement, à 23h30 minuit, si on me laisse faire ce que je veux, je vais pioncer. Et du coup, ça posait problème, parce que si jamais tu veux t'arrêter un peu avant. Donc, j'ai essayé de grind vraiment en journée. Clairement, ça coûtait vraiment de lever. J'ai essayé aussi la solution où je grind la nuit. Ça n'a pas du tout marché sur moi. Donc là, depuis quelques temps, je fais un peu l'entre-deux, je grind en journée ce que je trouve. Et puis après, à partir de 18h jusqu'à 23h, et je cool down un peu jusqu'à minuit. Donc, grosso merdo, ouais. Okay. C'est pas fixé dans le marbre, quoi. Non, en plus, ça dépend des jours. Si jamais il y a des raises, du rake back à gratter à droite, à gauche, il y a des jours où je vais grinder plus que d'autres. Donc, non, pas du tout fixé. Valentin, couche tard, couche tôt? Entre les deux, moi, c'est pareil, ça va être genre en général, c'est entre 23h30 et minuit et demi, un truc comme ça. Et avec des levées en général vers 8h30, 9h, quoi. Je sais que c'est ma phase préférée. Putain, la belle vie. C'est dur, 8h30, 9h, franchement, c'est dur. Franchement, c'est dur. Ah ouais, tu vas voir, c'est dur. Ouais. Putain, je me lève à 8h30, 9h. Je me lève à 8h30, 9h quand je vais à la boulangerie chercher les croissants, c'est tout. Moi, 8h30, 9h, je paye pour ça. Je donne de lever. Moi, je rêve. Non, mais je rêve. Mais quand tu manques de sommeil, mais je peux dire que c'est la chose la plus. Tu sais, on sait que c'est l'une des pires tortures, c'est d'être privé de sommeil. Ouais. Moi, je ne suis pas privé de sommeil, honnêtement, mais. Bref, putain, je vais pleurer. C'est un moment émotion. Bon, donc juste pour faire, avant de faire la partie technique, et juste avant de faire la partie technique, on va refaire le point juste avec Valentin. Formation, donc c'est A-Game. Elle est disponible déjà? Elle est disponible, oui. Elle est sortie, c'est quand? Elle est sortie quand là? A-Game, elle est sur quoi? C'est une bonne question. Je sais pas, il y a 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça, je crois. Ok. Elle est T'en as vendu combien? Comment on fait pour. C'est secret. Comment on fait pour aller l'acheter? On va sur quel site? Alors du coup sur le site c'est www.coachmentalpoker.fr et du coup sur la page d'accueil il y a quelque chose qui dirige tout droit vers la formation A-Game. Attends, je vais tout de suite essayer voir si c'est. Je suis dessus. Ça marche. Coachmentalpoker. Sachant que tu as plusieurs heures de sommeil qui te manquent, ça sera. Alors déjà il y a la photo d'un mec. Putain, j'ai envie de fermer. Alors c'est quoi? Apprends à jouer ton A-Game à haute fréquence. Pourquoi pas? Je clique. Apprends à jouer ton. Il y a un logo Club Poker en plus. Ouais, marqué très bien sur Club Poker. C'est bien, c'est nous. Pourquoi vous croisez tous les bras là comme ça là, Ah, tchoum. À tes souhaits. Merci. Voilà. Bon bah écoute, très bien. C'est bon, c'est accessible facilement. Vu sur Club Poker. Wow. Ouais. Très bien. Ouais. Encore une fois, je la conseille vraiment uniquement pour les joueurs de poker professionnels. Elle est vraiment pas réservée, mais je déconseille vraiment aux amateurs de l'apprendre. Il y a vraiment d'autres choses à travailler avant et c'est quelque chose qui est vraiment axé pour les joueurs de poker pro et qui souhaitent encore une fois vraiment améliorer leur performance à proprement parler et pas régler des problèmes dans leur vie autre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est axé sur la performance. De toute façon, pareil, si tu cliques dessus, il y a le détail, il y a tous les sujets qui sont abordés, etc. Donc, on peut voir tout ce qui est fait dans la formation. Ouais, la première chose que je dis, justement. La première chose que je dis, qu'est-ce que la formation va me porter pour les joueurs de KGM entre 1 et 2 BB sans direct. Le truc qui est pas trop putaclic. Waouh! Ah ouais, carrément quoi. Putain, ok, je clique. Du coup, on fait quoi? On est remboursé si on n'a pas de BB. Non, je tiens les engagements. En vrai, c'est pas un gros engagement dans le sens où c'est comme. En fait, c'est la question suivante, c'est comment est-ce que je peux promettre ça entre guillemets. C'est dans le sens où. C'est combien d'argent estimes-tu perdre ou ne pas gagner à cause du problème de concentration? De concentration, de motivation, de confiance comme ça, etc. Et la plupart des joueurs que j'ai questionné plusieurs joueurs pour arriver à cette estimation-là, dont Max d'ailleurs. Et voilà, c'est l'estimation que j'ai obtenue de ça. Après, c'est du marketing. Hein. C'est vrai. Eh ben, écoute, ok. On se fait une petite partie technique, Chichi? Allez, on se fait une petite partie technique. Dis-moi que tu as pris une main de Doug. Non, j'ai pas pris de main de Doug cette semaine. Je m'étais dit, bon,
Cette semaine, on va pas se mentir, cette année, le contenu, c'est compliqué. Il y avait Dans la tête d'un pro et Doug. Et non, on m'a envoyé une main. Ah, c'est bien, si on te l'a envoyé une main, c'est cool. Donc, on m'a C'est la envoyé meilleure on noire, m'a- en plus. on m'a envoyé une main. Meilleur pseudo, ouais, déjà, meilleur pseudo. Donc, c'est Thomas la m'a envoyé cette main-là. Donc, Putain, j'ai pas mon pad où je peux balancer le son, là, c'est la mer noire. Je l'ai, c'est la d'habitude, mer putain, noire. je l'ai. Donc, on est à 3 left de l'extrême. Donc, bon, tournoi quand même à 100 balles. À 100 balles, on est pas mal. On est bien Combien elle a entouré. gagné? On est à 3 left. Alors, je sais pas combien elle gagne. Franchement, là, je sais pas. Mais je pense à un bon billet parce que, bon, un extrême pendant le confinement, je suppose qu'il doit pas être dégueulasse. Mais je n'ai pas du tout de price pool. Alexandre Agé, on connaît très bien. Ah, mais c'est. Comment il s'appelle Ah, putain. Jérém, Évidemment. Oui, c'est Jérémy Sadern. Jérémy Sadern et la brique, Ok. Louis Linard. Donc, on est bien entouré. On a donc Jérémy Sadern à notre gauche et donc. Il y a Linard. deux mecs trop sympas. Ouais, Ils mecs, sont vraiment hyper sympas. Genre, la effectivement. brique, c'est quand même le mec le plus sympa, je pense, de France. On a brique qui est adorable et Jérém aussi. Ces deux amours, ils sont très très gentils. En plus, j'adore je connais très bien le pseudo de Jérém. Alexandre Agé. Je lui fais des gros bisous. Elle se reconnaîtra puisqu'évidemment, elle regarde tout ce que je fais. Ouais. Moi, elle me follow sur. Ouais, bah, toi, t'as été demandé qu'elle te follow. Quoi? C'est ça la grande Mais différence. t'es un gros C'est mytho. ça la grande Je te différence. jure que non. Tu sais T'es pourquoi? vraiment un connard. Alors là, je raconte une anecdote parce qu'elle m'a follow quand elle était au WPT Ouais, Paris. je me Et je t'ai rappelle. montré, je fais ah, regarde, tiens. Et je t'ai deg. Et ben, t'as pas follow sur le moment. Et je n'ai rien fait, elle m'a follow. Ouais, ok. En Putain, tout cas, c'est nous, on incroyable. s'est Le follow mec, à il a- Marrakech. On était pas sur Instagram. Marrakech. Bon, bref, on a à suite off au bouton. Tout le monde open ici. Vous voyez les stacks. Il y a 3 beaux stacks quand même pour le coup en 3 indeed. Est-ce qu'on open 100% notre à suite? Est-ce qu'il y en a qui limp ou est-ce qu'il y en a qui fold? Je commence par Valentin, qui n'est pas joueur pro. Ouais, moi je pense que je limp dans cette situation. Après, je connais pas le profil de la brique, mais je pense que je préfère limp que raise et rentrer dans un pot 3 bet tout de suite avec notre stack un peu bâtard. Ok, on part pour raise. Quel sizing? Non, limp. Ah, limp, tu pars pour limp? Ok, Ouais, pardon. ouais. Ok, limp. Max? Bah alors, s'il y a considération d'ICM, moi je suis déjà out, mais sinon j'open. Bah, il y a ICM, mais il n'y a pas de bounty. Il y a forcément ICM, on est 3 left, quoi. Mais, Ouais, bah du coup, ça je sais pas qu'est-ce qu'on en fait, mais sinon j'open quoi. Ouais. bah, je t'avoue que là, vu qu'il a 36 blindes, en vrai, je sais même pas s'il y a un ICM de. Je sais pas. Je suis nul là-dessus. Je suis très, très nul. Ok, donc on commence. Moi, là, Tapis. bah, si. Tu me connais. J'aime le risque. Non, mais moi, en fait, s'il faut commencer à limp, moi, je parle plus de la partie technique. Raise, et s'il fallait limp. Ok. Bon, on a raise, on fait 2.2. On est payé par Jérémy Sadern et on est payé, quel bonheur, par la brique également. Donc on se retrouve On va en faire un 3 as. Il y avait un as au flop. Eh, Voilà. On est pas mal. On est pas mal. Flop Je vais as, avoir encore mon pyjama, putain. flop as 10, 4. Bon, je répète les stacks pré-flop. Nous, on avait 54 blindes. Jérémy Sadern, qui est en small blind, en avait 36. La brique, 75. Donc la brique chip leader. On a ouvert As-8 avec le 8 de carreau, l'As de pique. Le flop vient As 4, 10 avec 2 carreaux. Le pot fait 7 blindes. Alex Gray, donc Jérémy, check la brique. Check, c'est à nous de parler. Est-ce qu'on c-bet notre as ici ou est-ce qu'on check C'est back? notre race. Moi, je sais mettre ma race. C'est votre maras. Bah, pareil, moi, toujours sous ICM, hein, moi je suis toujours frileux ici à bet. En plus, on n'a pas besoin en vrai d'une tonne de protection. Enfin, on peut bet small. Après, moi, je suis vraiment frileux dans ces situations-là. J'ai tendance à genre vraiment slow play tous ces spots-là avec des mains un peu bâtardes, quoi. Et du coup, je sais pas, je pense que je check ce spot et je vais bet turn probablement ou bet turn bat river. Enfin, tu vois, genre prendre plus de la value Plus tard. Ok, Ouais. Max. Ben, moi, j'ai aucune idée de quelle est la range de small blind là en MTT. Je sais pas s'il y a une. Moi Parce non que du plus. coup, ça dépend. Je sais pas du tout si là, avec considération ICM ou pour quelque raison que ce soit, il a des as meilleurs que le note dans sa range. Alors, sincèrement, je peux pas te répondre sur la radio small Ok. blind parce que j'en ai aucune idée. Moi, je dirais
qu'il a sûrement des Broadway, peut-être Des quelques pocket pairs qui va pas 3 bêtes. Donc, je suppose qu'il doit avoir quand même quelques as suités. Quelques As-9, As-10 off, peut-être des fois qu'il va pas 3 bêtes. Je sais pas si ça. Peut-être. Franchement, vraiment, c'est que des suppositions. Hein. C'est que Parce que pour moi, c'est vraiment ça qui change la donne. Du coup, comme sa range, je pense que c'est celle qui a le moins de combos. Enfin, celle de bébé, du coup, on s'en fout un peu. Enfin, elle est vraiment wide. Je pense que c'est vraiment ça qui change parce que à la suite, c'est quand même assez charnière si jamais lui commence à call des As-9, As-10. Donc, soit je sais bet, soit je check. Si jamais je sais bet ici, je préfère bet assez cher quand même dans 2 joueurs. Okay. Là, de base, comme moi, dans les games que je joue, en général, il n'y a pas trop de flat SB. Je serais parti pour un C-bet. Mais... Ok, comment alors, c'est GMTT, donc si oui, je prends en considération, en fait, en multiway, j'ai plus envie de check back avec un as, un as assez weak. Donc, j'ai plus envie de check back. Ouais, moi aussi, j'ai envie de check back. De toute façon, on n'a pas 3 streets, je pense. J'ai pas mal envie de check back. Après, je comprends le C-bet. En fait, le truc, c'est que c'est small blind quoi, qui pose plus de problèmes que big blind. Et je suis d'accord avec Max, c'est que la range, vu qu'en plus on a du mal un peu à analyser la range de Jérémy en small blind, je pense qu'il a je suis même sûr qu'il a des as. Après, à quelle hauteur de kicker il a, c'est difficile à définir. Je ne sais pas, comme tu dis, s'il colle des As-10 off, des As-Valet off, des As-9 off, des mains comme ça. Je ne sais pas trop. Mais je suis aussi OK pour le check. On va checker, donc on va check back. On va voir la turn. La turn, on fait 2 paires. Donc, c'est pas mal. As 4, 10, 8 avec 2 flush draw à carreau et à trèfle. Nous, on a As 8. C'est pas mal, mais on va voir que ça va quand même être une décision compliquée puisque Jérémy va overbet. Donc, et puis il va call ou il va raise. Le pot fait 7 blindes et il fait 9 et la brique va call. Donc là, après, lui, lui, vu qu'on a check back, il peut overbet ici. Je pense qu'on a encore clairement de la value, quoi. Il peut overbet des trucs qui ont beaucoup d'équité, qui ont. Là-dessus, je pense qu'il peut clairement overbet des mains peut-être comme Dame Valet de carreau, Dame Valet de trèfle. C'est ça, même si la Dame Valet off, même. Ou Dame Valet off avec un carreau. Après, je sais pas si ça flat en small blind. Après, j'ai aucune idée de ça range de flat en small blind. C'est compliqué. Moi, je pense qu'il y a des Broadway off. Je pense qu'il y a quelques Broadway off. Je pense qu'il y a quelques bons as. Est-ce qu'il y a des mains comme, je pense que 2-10 ça 3 bet 100%. Ouais, c'est ça. 2-8 ça 3 bet. Je pense que 2-8 ça 3 bet aussi. Ouais. Bon, après 2-8 on s'en branle, il reste un combo. Est-ce qu'il y a une main comme, est-ce qu'il y a aussi bas que 2-4? Ça je sais pas. De la part de bébé? De small blind. Bébé oui 100%, mais ouais, je pense que paire de 4, je pense qu'il a paire de 4 je pense qu'il a à certaines fréquences, je pense qu'il a un paire de 4 en SB. Ok, Freddy Druger nous dit il a paire de 4 en small blind. Donc ici on a un call 100%. Est-ce que vous pouvez le trouver un fold, Max? Tu folderais? Non, je fold jamais. Non, je pense. En vrai, les seules mains qui nous battent, c'est paire de 4. Je pense c'est quelques As-10, quoi. Mais je sais pas si des fois il peut faire ça avec. Il a peut-être des Valet 9 suit aussi. Il a des Dames Valet. Si jamais c'est des off, des suits, je sais pas s'il est 3 bêtes. En vrai, il a tellement de mains que combat. Et puis Big Blind ici, il est assez capé. Je pense qu'on est toujours devant, en tout cas turn. Donc, personne raise? Moi, je shove tous les jours. Il y a Jérôme dans le chat qui nous dit on fait pas tapis. Moi, en fait, c'est peut-être il n'y a pas un cas où je fais pas tapis alors qu'il y a forcément genre le board le plus droïde du monde. Il y a pas. En fait, c'est ça qui est chiant quand on call. Je dis pas qu'il faut faire tapis. En vrai, franchement, je sais pas ce que je fais. En vrai, mais j'ai l'impression que 100% des rivers nous font chier, quoi. Je vois pas une river à part une doublette. Ouais, mais en fait, il y a Freddy Weir, il dit on fait fold cédro, mais en fait, on est. C'est GMTT, il y a 24 blindes au milieu, on prend 24 blindes et on est content de faire fold. En vrai, si on fait fold ici, en fait, si on fait fold tout le monde, il y a un truc qu'il faut voir aussi, je pense, c'est on passe chip leader et sous condition ICM, c'est quand même vachement intéressant de prendre ce pot, quoi. Donc, et en vrai, je pense que bébé nous bat jamais à part paire de 4, quoi. Je pense que la brique, il a tout le temps un draw. Il a plein de draws. Il peut avoir des 5 et 6 suités, des 7 et 9. Il a plein de draws, mais je pense aussi que, par contre, la range de la brique nous crush jamais parce que 2-8, je le vois jamais call. 2-10, il colle jamais. Je pense que même As-10, il y a une fréquence peut-être de squeeze. Après, surtout, je pense qu'il a il doit avoir tous il doit avoir les As-10 off. As-10 off, tu penses? Ouais.
Ouais, je pense pas. Enfin, je sais pas. Je sais Non. pas s'il a 35 As-10 bigs. off. Franchement, je sais pas s'il a As-10 off. Parce que pour le coup, lui, il peut se permettre de squeeze fold tranquille avec son stack. Hein. Je sais pas si As-10. Franchement, je sais pas. En fait, Je sais pas. moi, c'est du. Je Moi, sais pas j'aime du qu'on tout ce qu'on dépasse en fait bas. à sa place. Mais moi, je comprends le shove. Enfin, en tout cas, perso, si c'est juste. Franchement, si on shove et qu'on fait fold les draws, je suis ultra content de faire fold les draws sur Ouais, le spot. de En ouf. fait, ouais, De surtout ouf, de contre ouf. deux joueurs. Enfin, enfin, au final, notre équité contre deux joueurs, elle est pas ouf. Si jamais il y en a un qui a un draw à carreau, l'autre draw à trèfle, ben, on a vite une équité qui devient pas ouf. C'est pour ça que, enfin, shove dans un côté, si jamais on les fait fold, c'est ok. Mais après, faut voir en fonction de ce qu'il a en small blind, quoi. Si jamais on le fait shove et qu'on fait fold ses draws, mais qu'on se fait call 50% du temps et quand on se fait call, c'est par double paire meilleur ou Roland 4. Ah bah, quand t'es call, ouais, j'ai l'impression que quand Ouais, t'es bah. call, c'est As-10 et 2-4. Hein. Ouais, quand t'es call, t'es jamais bon. Mais la question, c'est est-ce que tu te fais call à genre 5% du temps ou est-ce que tu te fais call 40% du temps, quoi. Genre, c'est sûr que t'es Ouais. jamais bon quand t'es call, mais après, si jamais là dans la range de small blind, enfin, je sais pas, j'imagine que c'est deux règles du coup, on en a parlé tout à l'heure, mais Ouais, on a Ouais, deux ouais. bons règles en face. On a deux bons règles en face, ouais. Donc, j'ai même les infos sur le moment. Il n'y avait pas de dynamique particulière ou d'infos. Enfin, Non, et puis on non. shove, et puis au pire, puis on verra arriver. Alexandra, il double sur nous, et puis c'est pas grave. Ouais, en vrai, On n'a pas boosté. moi je pense que je sauve. En vrai, moi je pense que je sauve et enfin, je pense qu'on va quand même souvent gagner le coup. Au pire, on perd contre Alexandra, il nous reste 15 blindes, mais par contre, quand on gagne, on est tout le temps cheap et c'est cool quand même, non? Et au pire, on peut faire la streamer. Et il a 4-4 et Au on pire, gagne. on fait le Et 8 voilà. ou la river et Et il a voilà. 2-4. Et voilà. Et voilà. Moi, franchement, j'ai envie de shove. Voilà, je sais pas si c'est bien, si c'est nul, mais je suis d'accord pour le shove, perso. Ok. On est assez d'accord. On n'a pas shove. On n'a pas shove, on a call. Autant le bâton. Alors, attends, ça va être la pire river possible. Et là, c'est C'est valet de carreau. Valet de trèfle ou valet de carreau? Valet de cœur. Valet de cœur. Non, sincèrement, c'est pas la pire river. C'est pas la meilleure, Trois mais on est loin, vraiment très très loin d'être la pire. Le 6 de cœur. 6 de cœur. Ça 6 fait de entre cœur. 7 et Donc le 9. flop, ça c'était change. As 10-4 avec 2 carreaux, turn 8 de 13 qui apporte double flush draw, river 6 qui ne fait rentrer aucun des flush draw. Le pot fait 35 blindes, on en a 43. Maintenant, tu fais quoi quand il shove, lui? Bah, il Tu shove. fais quoi? Donc, Tu fais Jérémy- quoi quand il shove? Jérémy shove 25 blindes, la brique fold et donc Fold. on a une décision. Est-ce qu'on hero call ici? Il nous reste 43 blindes, on nous en demande 25. Donc clairement, si on perd ce coup, on n'est pas frais. Il nous reste 13 blindes. Non, il nous reste plus que ça. Il nous reste 22 blindes. Non, je ne suis pas compté. 18 blindes. Pardon, je suis nul. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on hero call ou est-ce qu'on fold tout le temps? Je pense, enfin, si on a call turn, c'est pas pour fold sur celle-là. Enfin, au final, dans la range de small blind, moi, je vois un peu ça comme une brique, quoi. Je vois pas trop ce qui rentre. Il a jamais 7-9 off. Genre 7-9 suit peut-être. Enfin, Ouais, je pense qu'il les a, les 7-9 suits. Je pense qu'il en a certains. Dans le chat, on nous dit il y a 7-9 suit chez les ouais, deux. bah, ouais, mais chez les deux, de toute façon, big blind, il off. Ah ouais, On mais est justement, censé- oui, mais on- c'est on intéressant. défend cette 9 en small blind. C'est intéressant de dire qu'il y a chez les deux parce que il y en a chez la brique et la brique river, il est toujours là. Donc, du coup, tu bluffes deux ranges quand même. Donc, tu as moins de bluffs à mon sens. Hein. Tu as moins de bluffs dans la range de Jérémy Ouais. quand les deux ont C'est call sûr. turn. Ouais, mais tu vois, genre les 7-9 off, par exemple, chez Big Blind, je suis pas sûr qu'il ait call turn parce que, genre, en vrai, Mais il a c'est clair, c'est un lever bet. Et puis, ses outs, ils sont pas clean. Non, mais les offs, non. Mais par contre, pour moi, chez la brique, il y a 7 et 9 suités et il y a 7 et 5 suités aussi. Après, Ah, est-ce que ça la. fait est-ce quatre. que Ouais, la- mais ça non, fait mais 4 juste- combos en tout, quoi, parce que c'est les suités avec le flush draw. Oui, mais ça fait 4 combos quand même. Et dans notre range à nous, il y a d'autres combos. Donc, tu bluffes quand même. Ça rajoute des combos dans les deux ranges, je trouve. Donc, je pense que ça tightifie, entre guillemets, un peu la range de bluff Et puis, de Jérémy. juste Jérémy, il a overbet la turn, il a été call 2 fois et il shove dans 3 joueurs. Ouais, mais il y Je a, pense il y a que quand même. ça réduit quand même sa fréquence de bluff. Je pense. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr qu'il y a deux joueurs, ça réduit sa fréquence de bluff. Après, il y a deux draws qu'on miss. Après, lui, enfin, genre, qu'est-ce qu'il va bluff? Enfin, ouais, si. Ouais, mais il y a 2 draws qu'on miss, mais je veux dire, ici, justement, s'il a dame valet de carreau, en fait, son shove, il est un peu suicidaire, quoi. Ouais, ça Ouais, réduit le C'est nombre, vraiment ça pas le réduit les spot où chances c'est vraiment pas que. le spot où les gens ils bluffent de toute façon. Enfin, en plus, on est en 3-way. Après, genre, même comme tu dis, s'il a dame valet de carreau ici. Mais. Après, je crois que Jérémy, enfin, il aime bien prendre des plays un peu tricky, non? Oui, il aime bien avoir des lines un peu pampiche. Mais après, tu peux avoir des lines. Après, je sais qu'il aime bien avoir ça, mais dans des petits pots notamment. Enfin, moi, je pense que turn, il y a plein de mains que tu as envie d'overbet, mais il y a certaines mains que tu overbet turn que tu n'as pas envie de shove river. Et je pense que notamment Dame Valet de carreau, c'est le cas, ou Dame Valet de trèfle, en fait.
ou si Ouais. parce que avoir le valet de trèfle ou le valet de carreau ici. Même dame de carreau, même en fait, quand tu réfléchis, pourquoi tu as envie d'overbet turn? Mais si tu fais shove, c'est l'enfer. Ouais, tu te feras pas shove. Pourquoi tu as envie tout le temps. d'overbet en fait? Mais tu te Mais fais pas pourquoi shove. Mais tu te fais shove Oui, mais en par quoi? fait, Bah, tu te Tu fais chauffes shove par la rien. suite. Par la bon. suite. Oui, en fait, c'est ça. Ouais, mais il n'y a que à suite, du coup, ça fait pas beaucoup. la Parce que suite, tu tu fais fais jamais 10, shove. à Mais suite, non, tu parce fais- que As-10, ça colle, enfin, ça va Non, être mais flop. As-4, ça va être t'es flop. 10. 2-4, ça va être flop. 2-10, ça va être flop. Tu te fais jamais shove en vrai, la turn. Bah si, Non, mais à suite et 8 et 10. elle est quand même chaude à bluff cette rivière. Enfin, genre, s'il bluffe là, c'est quand même genre. Enfin, nous, on a encore genre tous les 7 et 9. Enfin, on a pas mal de 7 et 9 encore dans notre range en fait. Genre, bah non, en fait, pas tant que ça, tu vas me dire. Non, mais c'est Moi, même pas les 7 et 9, mais nous, on a encore tous les. Enfin, on a pas mal de double paires. Après, je sais pas comment ils s'imaginent à quel point on va call lose ou pas. Enfin, tu sais, c'est pas vraiment le genre de spot qui est vraiment bluff par tout le monde. En plus, j'ai l'impression que les Ouais. gens, quand ils overbet leur draw turn, c'est Alors, un point à bluff. prendre en compte, on n'en a pas encore parlé. Donc, la brique call, pardon, l'overbet à la turn, fold river. Donc, est-ce que ça veut pas dire aussi que. Alors là, en tout cas, en cash game, j'aurais cette réflexion assez souvent. Ça veut dire que lui, en callant et en foldant river, il bloque pas mal de draws, donc ça renforce la range de Jérémy. Enfin, je ne sais pas si je suis clair sur mon explication. Ouais, probable. Est-ce que ça donne pas envie de fold un peu plus ou pas? Après, tu vas me dire, il peut call aussi, genre, je sais pas, genre, turn, il peut call aussi As-5 off une fois, tu vois, genre. Il a Ouais. des SX aussi, tu vois, genre, je sais pas si l'argument est valable ou pas. Mais après, c'est vrai, enfin, la line est tellement peu bluff, je pense que je faut fold juste dans la réflexion comme ça, quoi. J'ai envie de fold. Alors, qui part pour call, qui part pour fold? Valentin? En vrai, j'ai envie de call, mais juste parce que je crois que j'ai envie de voir ça, moi. Tu me rappelles ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît, Valentin? En plus, c'est un biais cognitif, ça, de ouf. C'est le fait de ne pas Que aimer pour info. l'inconnu. C'est un des biais de notre cerveau. Et du coup, genre, il y a pas mal de joueurs qui sont ultra collants river parce qu'ils ont envie de savoir ce qu'il y a chez l'adversaire. Et c'est un biais de notre cerveau. C'est genre juste, on aime savoir, on préfère avoir quelque chose de sûr que de certain, quoi. Et ouais. Mais je sais pas, non, je sais pas, j'ai envie de call. Call chez Valentin, Max? Ah, bah, enfin, pour moi, en 3-way, il n'y a personne qui bluffe là, quoi. Donc bon. Fold? Oui. Ok. Nico? Moi, j'ai shove turn et sinon, je fold river. Ouais. Moi aussi, j'avais shove turn aussi, hein, je Je précise. suis pareil, je suis d'accord, j'ai envie de shove turn et on fold river. On a foldé. Et on connaît le showdown ou pas? Je connais le showdown. Ah, c'est beau. Ok. On aurait du call ou pas? Je connais le showdown. Bah, pronostic, tu connais. Pronostic. Allez, choisissez tous Putain, une main. moi, j'ai tout le temps envie de trouver de la pampa. C'est peut-être de la pampa. Hein. Alors, on m'a envoyé la main, on me l'a envoyé, donc c'est peut-être parce que. Ouais, paire de 4 pour moi. Paire Moi, de je dis 4 chez Max. Valet 9 suit, genre Valet 9 de trèfle qui a décidé de bluff river parce qu'il bloque les 7 et 9, un truc comme ça. Genre, Valet 9 de trèfle, ok. Comment 5 et 6. 5 et 6 qui tournent en bluff river, genre 5 Soit paire de 4, soit je vois bien je sais pas si le 3-bet, genre un as pourri suit. Genre un as. Moi, 5 et 6 de carreau. Voilà. La bonne main a été trouvée. La bonne main a été trouvée. C'est Breland 4. Ouais. Donc on était crush. Il avait bien Breland de 4. On a bien collé. Ouais. Mais j'étais. Alors, c'est là où je vois que peut-être j'y comprends rien, MTT, mais moi je colle jamais paire de 4 en small blind. Mais après, je sais pas. En MTT, Bah après, c'est parce que je pense que c'est pas standard, assez deep ça. en fait. Ouais, t'es pas assez deep là, tu peux pas 3-bet, t'es pas assez deep. Enfin, après, ça fait non, tu peux pas 3-bet, mais moi je 3-bet même pas en fait, je fold. Tu fold, ok. Moi je fold, mais après j'ai aucune. Je sais, Jérémy est 1000 fois meilleur que moi en MTT, il n'y a pas photo, donc et je me doute que s'il fait ça, il sait très bien ce qu'il fait. Mais il a bien paire de 4, et donc du coup, on a bien foldé. Et, bon, bah tant pis. C'est ouf qu'il n'ait pas shove à la turn quand même. Ouais, j'ai trouvé. Je trouve le call turn, surtout avec l'overcall de la brique, en fait, ça te donne plein de dead money au milieu, quoi. La brique, il a jamais mieux que nous. Ouais. Donc, t'as une tonne de dead money, je trouve, à la turn que tu as vraiment, vraiment envie de shove. Et je suis d'accord, je pense qu'il faut shove turn. Et puis, tant pis s'il a 2-4, mais j'ai l'impression qu'on obtient beaucoup de fold. Donc, après, voilà. est-ce que il aurait vraiment overbet ses draws, genre turn, tu vois, genre est-ce que c'est pas le spot parfait en fait, t'as 4-4, t'as 2 draws, t'as tellement envie d'overbet, mais genre est-ce que tu overbet vraiment genre
valet 9 de trèfle ou genre valet dame de trèfle ici, tu vois. Là, Moi, je trouve c'est ce que cool, hein. moi, Moi, je trouve que c'est cool. Hein. pas en 3-way en fait. Moi, je trouve que c'est pas, je sais pas si c'est ouf en 3-way. En fait, t'as pas besoin en fait. Ici, tu peux mettre juste 2 tiers normal et tu restes. Bah, moi, je trouve que c'est pas mal parce que tu cherches quand même. Enfin, en fait, vu que les mains que j'ai envie d'overbet, j'ai envie de les bluffer en une seule street. Ben, on disait dame valet de carreau, dame valet de trèfle, valet 9 de trèfle, valet 9 de carreau. Moi, c'est des mains que j'ai envie de bluffer en une seule street. Donc, j'overbet et je check. Par contre, je give up toutes les rivers, quoi. Moi, j'aime bien. La brique, il a le droit d'avoir plein de trucs en plus. Je sais pas, il a le droit d'avoir As-10 off, il a le droit d'avoir As-4. Tu vois, la brique, il a As-4, As-10, il a As-8. Je sais pas s'il a As-10. Et genre en position de chip leader, je pense que tu as envie de 3-bet beaucoup de mains. Je pense que tu as envie de 3-bet As-10 en bébé ici. As-10 off même. Ouais, je pense que tu as envie de 3-bet beaucoup. Après, ouais. Moi, je suis d'accord avec Wettels, j'aurais bust turn tout le temps. Ouais, moi, je bust turn aussi. Mais par contre, je pense clairement que river, il n'y a pas de bluff en 3-way. Ouais. C'est dur. Hein. Il y en a vraiment pas. C'est dur. Hein. En tout cas, voilà, c'est tout pour moi. Et puis, si vous regardez l'émission, n'hésitez pas à m'envoyer des mains comme ça on peut les review tous ensemble et ça vous fait une petite review. Donc, n'hésitez pas à envoyer des mains de cash game aussi. Hein. Et des mains de cash game, oui, des mains de cash game. Ouais, des mains de poker, ouais. Des mains très intéressantes. C'est qu'on a plus de 20 blindes. Non, mais elle est cool pour le coup, c'est intéressant en plus d'avoir deux bons joueurs en face. Oui, en plus ça change, c'est que là voilà, on a trois règles et c'est intéressant quoi, de voir ça. Et juste avant qu'on se quitte, on va se faire un petit questionnaire confinement. On va faire notre petit questionnaire confinement. C'est quoi votre série du confinement tous les deux? Vas-y Valentin. Je regarde 10% là. Ok, 10%. C'est pas sur la France. Et là, la suite, c'est The Mandalorian qui arrive. Là, mais The Mandalorian, mais tellement. Franchement, chaque épisode est mieux que les derniers Star Wars. Franchement, putain, je vais m'en faire un après, je pense. Mandalorian, très bien. Ouais. Moi, je le reconseille encore une fois parce que je progresse dedans. The Handmaid's Tale, franchement, je kiffe. Ouais, c'est génial. Hein. C'est pareil. Saison 1, saison 2, saison 3. Je suis à la fin de saison 3. Là. C'est un peu hard d'ailleurs, Valentin. Mais... ça te mine un peu le moral, quoi. Ah non, pas du tout. C'est ce que je lui ai dit. Mais tu rigoles. Ça te mine pas du tout le moral. Tu regardes ton confinement et tu te dis, franchement, je suis pas mal quand même. Ouais, vu comme ça, oui. Et puis, on est que des mecs, ça va. Franchement, les mecs, ils ont la vie facile. Ça va. Ouais, enfin, si tu dévies pas trop du système, quoi. Oui, bon. On te coupe des doigts, on te coupe des trucs. Mais très bonne série. Et puis moi, j'ai avancé dans The Queen's Gambit et je le conseille à tous. Ah ouais, j'ai pas encore commencé dedans aussi, ouais. Je trouve ça génial. C'est très bon, ouais. Très bon. Film du confinement, votre film du confinement. Moi, on s'est fait la trilogie du Seigneur des Anneaux là ce week-end avec ma chérie. Très bon, valeur sûre. Voilà. Vous avez pas fait le Hobbit encore? Et non, mais ma chérie, elle aime pas en fait, mais moi je le kiffe. Enfin, je trouve qu'il est vraiment trop bien le Hobbit, quoi. Mais je pense que je vais me le faire peut-être. On verra ce week-end peut-être. Yes, Max. Alors film, pas trop de regarder de film. Ouais. Ok, plutôt série. Plutôt série, ouais. Votre musique du confinement? Moi j'écoute c'est Freeze-Rail de Freeze Corleone. Je la tourne en boucle. Ah, t'écoutes du Freeze Corleone? Ouais, je sais, avec ma bonne tête, on n'a pas l'impression que j'écoute du rap, mais j'écoute quasiment que du rap. C'est du rap, ouais. Alors, Freeze Corleone, c'est particulier quand même, quoi. Moi je trouve ça génialissime. Après, voilà. Okay. Marche. Max? Un bon Booba, Wesh Moret. Ouais, très rap français. Ouais. Comment? Je sais quoi cette semaine? On écoute quoi? Si. Alors cette semaine, parce que quand t'es parent, en fait, t'es drivé par ce qu'écoutent tes enfants. En fait. T'écoutes Chouchou le 2. Non. Là, ma fille en ce moment, là, c'est on a reçu une vidéo. Non, ça aurait pu. Il y a eu la phase d'Anne trop. Non, c'est Single Lady de Beyoncé. Ah bah c'est pas mal. Qui passe en boucle. Ah, avec elle qui danse. Elle fait la Corée ou pas? Je connais la Corée, je danse la Corée, je peux danser la Corée. Bien sûr, mais je la connais, bien sûr. Très bien. Bon, voilà. Moi, je suis Parkway Drive pour ceux qui connaissent. Pas du tout. Votre livre du confinement, Max? Ça par contre, je commençais à lire les bouquins de Freud, alors ça sera les bouquins de Freud. Ok. Pas validé scientifiquement d'ailleurs, hein, les bouquins de Freud. Non plus apparemment. Pareil, ça. Et toi, Valentin? J'ai rien en ce moment. J'ai pas de bouquin, mais je pense que je vais en commencer un, mais là pour l'instant il n'y a rien. Votre position sexuelle du confinement? Ah ouais, on n'a pas fait celle-là, cette question. On l'avait pas fait, on l'avait oublié. J'aime bien cette question. Max?
C'est la branlette. Ah bah non, du coup. Bah non. Ouais, no Ah fab oui, challenge. le Fab, pardon. Désolé. Ah, je sais pas, je vais pas le crier trop fort. C'est juste à côté, donc. Bah, justement, ça peut donner des idées. Oh, les idées, ça va, mais. Très bien. Ah, mais par contre, Valentin? la motivation, c'est ça. Par contre, la motivation et les C'est- performances, par contre. C'est pas la question, les gars. Oh là là, les gars. Oh là Ah là. là là. Je réponds pas, moi. Ah bah, bravo. Trop Et cool. c'est quoi le conseil sportif du confinement? Le conseil sportif. Bah, les bandes élastiques et aller courir. Allez Et courir, bon, on peut c'est pas aller ça. courir, on n'a pas le droit. Mais bien sûr que si. Non, Oui, c'est attends, vrai. tu peux faire le tour de mon bâtiment, ça m'inquiète pas trop. Hein. Bah, mais oui, enfin, tu peux aller un peu plus loin. Hein. Non, mais les bandes élastiques, c'est un très bon conseil. Parce que Ouais. tu peux vraiment. C'est vraiment très bien. Le beer pong, franchement, achetez les beer pong. On se fait des compètes de beer pong avec ma nana là. Et on a acheté un filet de raquettes de ping-pong. On fait du ping-pong dans l'appart. Bon, ça fait chier les voisins, mais on s'en bat les couilles, mais c'est très très bien. Achetez, jouer au ping-pong chez vous, c'est la vie. Comment le sport? Moi, c'est du crossfit. CrossFit, très bien. Ça te fait Ah, un putain, peu- les poids qui tombent au sol, ça va être sympa pour les voisins aussi. Il n'a pas de voisin, Ouais, il habite excuse-moi, à je- Besançon. Hein. Excuse-moi, non, mais parce que c'est quoi le rapport? Oui, t'habites à Besançon, il n'y a pas de voisin. Parce qu'en fait, il n'y a pas le Non, concept de voisin ici. Il n'y a pas d'immeuble à Besançon. Il n'y a pas de. Non, Il y a on un est pas habitant. encore- On a des châteaux. En fait, il y a un château. En fait, voilà. On Dans vit un encore château. avec sous la tutelle d'un roi. Le tips Paris sportif. Vous êtes des parieurs, ça bête ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent à un moment, mais je bête plus. Après, en ce moment, je regarde le Vendée Globe, donc j'ai pas de tips, mais je pense si j'ai envie de parier sur un truc, ça serait sur le Vendée Globe. Le Vendée Globe, ça se regarde. C'est quoi? Il y a un mec avec une caméra qui est un bateau. à Ouais, côté. c'est vrai. Comment tu regardes? Ouais. Bah en fait, non, en fait, t'as sur internet, t'as un site où tu suis la course et tout, mais en fait, c'est qu'il y a un de mes meilleurs potes qui bosse dans les bateaux en fait, et qui bosse dans les bateaux de course, et du coup, genre, il est à fond dedans et Ah, il t'a donné le mais virus. il Il m'en- t'a donné le virus. Ouais, enfin non, pas encore énorme, mais enfin tu vois, je suis un peu ce qui se passe et voilà quoi. Et en plus, c'est high variance, donc genre c'est assez marrant, je pense, de bête là-dessus. Mais c'est drôle en plus quand les mecs ils perdent le Vendée Globe, en fait ils meurent. C'est énorme. Ah, C'est noyé. c'est drôle. Génial. On adore nous Club Poker. Alors, les enseignements que vous avez tirés du premier confinement. Si vous avez un tips. Bah, que c'est bien d'être seul. Ok. Ok, le tips masturbation. Ok, très bien, très bien. Le type dépression. C'est bien d'être seul. Valentin? Et toi, Valou? Et je réfléchis, j'ai envie de dire c'est long, hein, c'est le premier enseignement, hein, c'est que ça a été long et ça va être un peu long, il faut prendre son mal en patience. Hein. Ok. Prends mal en patience, c'est ce que me dit ma meuf tout le temps. C'est ça. Les erreurs à ne surtout pas commettre, du coup. Pendant le confinement Ouais. Ah ça, moi j'ai trouvé direct, faut pas rester chez soi tout le temps, faut profiter quand même un peu des largesses un peu là des Sortez anti-fêtes et sans tout, masque, faut allez sortir. tousser. Là, Allez faire vos courses. allez dans un EHPAD, serrer les mains aux gens, là, voilà. Des câlins. Ah ouais, non, les erreurs, c'est pas commencer les travaux juste avant le confinement. Ah oui, ouais, ça c'est galère. Ouais, parce que, mais il y en a, ils le savent, ils en sont conscients et ils profitent du confinement. C'est bâtard. Salut. Pour faire C'est vrai, apparemment, il y a des confinement voisins pour faire les qui font les travaux. Très Ah bien. bah voilà. Mais, Tu j'étais vois, à- on n'est pas content d'habiter à Besançon, là, ici, on n'a pas de voisins. J'étais à Leroy Ouais, Merlin, mais bon, c'était à un truc. 433, C'est ouvert le Roi Merlin? Un Ouais, c'est truc de ouvert, ouf, les trucs. c'est pas ouvert, c'est plein. Mais quand je te dis plein, c'est genre même avant le confinement, il n'y avait pas autant de monde dans le Roi Merlin. C'est un truc de ouf. Genre les gens font tous des travaux, je pense. Ah, mais je savais Je pas sais que que c'était je pense que c'est la première fois de l'histoire de CP Radio qu'on dit la marque de Leroy Merlin. Je suis... Eh bien, comme quoi, tu vois, les choses avancent. Voilà, le Voilà, confinement Leroy Merlin. crée des vocations. Leroy Merlin, Castorama. On avait déjà parlé de Jardiland. On avait déjà parlé Sûrement. de Jardiland. Voilà. Comme quoi, tout- Écoutez, messieurs, Très bien. merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous cette semaine. On rappelle la masterclass, la formation A-Game. Sur un coach mental poker. Formation A-Game. Coachmocal.fr. Redis l'adresse. Tu veux me faire mes intros vidéo si tu veux? On peut faire ça. Hein. Masterclass A-Game. Ouais, tu sais, avec un En peu vrai, comme le en mec qui vrai, fait les. Tu sais, comme le mec qui fait les bandes annonces pour Stallone. Valentin Huvelin présente la Masterclass A-Game. Avec des explosions. Tu sais, avec des grosses explosions. Franchement, ça serait énorme.
T'as un petit skill. En vrai, t'as un petit skill, j'y pense si je fais une vidéo comme ça. Bah, un peu comme l'intro de la CP Radio, d'ailleurs, je sais pas si tu l'as balancé là, mais quand tu commences, il y a une intro de 3 minutes. Club Poker Radio. Ah, c'est une voix. Non, c'est une nana, c'est une fille, c'est une voix de fille. Elle est sexy. Ouais. Avec une petite guitare électrique, avec une petite guitare électrique et tout. Ah ouais, tu vois, j'aurais vraiment dit que c'était Comanche, mais. Ouais. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Que pendant le carnaval. Alors, on va en parler de la team Bali avec Max. Donc, ça se passait comment les votes Non. Max, merci beaucoup. En plus, tu nous rappelais avant le début de l'émission que tu avais pu aller faire caca. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Nous, on va faire une petite pause et on va voir Ludovic Guilich juste après avec Gaël. Écoutez, prenez soin de vous pendant ce confinement et puis plein de kiff, plein de bonheur. Ok. Merci beaucoup. C'est bien la vie, les mecs. Gros bisous. Allez, nous on se retrouve on se dit à tous.